Le protagoniste se retrouve transporté dans les cieux, un endroit qu'il n'avait jamais visité auparavant. Confus, il se demande où il est et comment il a été choisi. Il y rencontre une femme nommée Noline, qui lui explique la situation. Noline s'excuse et révèle qu'il a été invoqué par erreur, en même temps que d'autres personnes. Il n'était jamais censé faire partie de l'invocation. Noline précise alors que le processus d'invocation sélectionne au hasard des individus de différents mondes. Cependant, lors de cette invocation, il a été accidentellement pris dans le sortilège. Une fois l'erreur réalisée, elle l'a isolé et amené auprès d'elle par des moyens non conventionnels. Noline admet que le sort d'invocation est défectueux et dangereux. Elle explique que les règles de ce monde et celles de la Terre sont très différentes, ce qui engendre des risques importants. L'utilisation abusive de cette magie pourrait menacer la stabilité du royaume connu sous le nom de Milgar. Frustrée, elle révèle que ce sort avait été interdit, mais qu'un pays l'a utilisé imprudemment sous des prétextes fragiles. Elle a essayé de l'arrêter, mais sans succès. Takumi demande si les autres qui ont été invoqués avec lui sont également ici. Noline secoue la tête et explique qu'ils ont été envoyés à l'endroit prévu par le sort, car leur sélection était légitime. Takumi soupire et remarque qu'il n'est qu'une erreur. Takumi, de plus en plus frustré, exige d'être renvoyé là d'où il vient immédiatement. Noline, visiblement peinée, lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Elle exprime sa colère et son chagrin face à la situation, admettant qu'elle a tenté d'empêcher l'utilisation de ces sorts interdits. Elle explique que le processus est irréversible, car son corps physique n'existe plus pour accueillir son âme. Takumi, furieux, demande ce qu'elle veut dire par « il n'a plus de corps ». À ce moment-là, il remarque qu'il a pris la forme d'un orbe lumineux. Noline explique que son corps a subi des dommages irréparables lors du processus d'invocation, ce qui a conduit à son isolement des cibles prévues. Elle s'excuse encore une fois pour cette grave erreur. Il exige de savoir comment il est censé vivre désormais. Noline lui explique qu'il pourrait s'adapter à sa nouvelle existence et vivre ses jours à Milgar. Elle lui suggère d'accepter cette nouvelle vie, car revenir à l'ancienne n'est plus une option. Takumi demande s'il est possible d'être invoqué dans la cité sainte de Sidonia. Noline répond que c'est effectivement possible, mais l'avertit que la vie à Sidonia est semée de difficultés et peu adaptée à quelqu'un invoqué par erreur. Attristé, Takumi demande pourquoi cela lui est arrivé. Noline explique qu'il n'était pas la cible prévue du sortilège. Voulant se racheter, Noline lui propose une solution. Elle lui dit que, comme c'était son erreur, elle n'a pas pu se pardonner. Pour compenser, elle propose de l'envoyer dans un nouvel endroit, avec un nouveau corps, et de lui accorder sa bénédiction. Intrigué, Takumi demande quel type de bénédiction elle compte lui offrir. Noline explique que c'est similaire aux bénédictions que l'on trouve dans les jeux vidéo et les animés japonais. Elle suggère de l'envoyer dans un monde ressemblant à ces univers. Elle lui demande ce qu'il en pense. Takumi hésite et avoue qu'il est terrifié. Noline le rassure et lui dit simplement de prononcer le mot statue s'il veut continuer. Takumi, à contre-cœur, prononce le mot, et un écran apparaît devant lui, affichant son nom, sa profession et son âge. Il remarque que sa profession est vide et dit à Noline qu'il veut que son ancien métier y soit inscrit. Noline minimise l'importance du passé de Takumi et explique que le monde où il sera envoyé n'a pas de profession conventionnelle. Elle affiche ensuite une liste de métiers parmi lesquels il peut choisir, incluant des rôles de guerrier, des rôles non combattants et même des spécialistes en chimie, ainsi que d'autres professions uniques. Takumi lui indique qu'il ne veut pas être impliqué dans des combats ou des ennuis et préfère un métier lié à la production. Noline sourit et lui fait remarquer qu'il manque de confiance en lui. Takumi répond qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Elle propose alors de lui accorder un sort utile pour son travail de production. Noline crée une pierre lumineuse entre ses mains, souffle dessus jusqu'à ce qu'elle se solidifie, puis la place dans la bouche de Takumi. Après lui avoir donné sa bénédiction, elle lui souhaite une nouvelle vie heureuse à Asgard et lui dit adieu. Takumi se réveille, allongé sur le sol, désorienté. En regardant son reflet dans une flaque d'eau, il réalise que son apparence a complètement changé. Curieux, il ouvre le sac qu'il a trouvé à ses côtés, découvrant des pièces, de la nourriture et un couteau. En réfléchissant à haute voix, il note que révéler son lien avec les dieux pourrait causer des problèmes et décide de garder cela secret. Déterminé à tester sa nouvelle magie, Takumi commence par utiliser des sorts d'eau, puis passe à la magie de l'air, tranchant plusieurs herbes. Enfin, il utilise la magie de la terre pour projeter des pierres sur les arbres. Enchanté par ses capacités, il continue à explorer et tombe sur un morceau rare de bois. Grâce à ses sens améliorés, il identifie le matériau comme étant précieux et capable d'être transformé en lance. À l'aide de son couteau, il le façonne habilement en une grande lance. En examinant davantage les environs, Takumi remarque des plantes ayant un mélange de propriétés toxiques et médicinales. Cependant, il a du mal à les stocker et se souvient qu'il peut peut-être invoquer un sort de coffre à outils. Alors qu'il se prépare à lancer ce sort, une jeune fille apeurée apparaît, courant vers lui et se cachant derrière lui. Elle explique nerveusement qu'elle est poursuivie par un monstre. Un énorme lapin, d'une taille intimidante, surgit. Le monstre charge sur Takumi, mais il le frappe à la tête avec sa lance, le terrassant d'un seul coup. Ravi, Takumi suppose que cette force est un cadeau de Noline,
bien qu'il se demande si ce n'est pas simplement un coup de chance. Le système lui indique qu'il est devenu un guerrier, mais Takumi rejette cela, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à être un combattant. Se tournant vers la fille, il vérifie qu'elle n'est pas blessée et lui demande pourquoi elle s'est aventurée dans une zone si dangereuse. Elle explique qu'elle est venue récolter des herbes pour faire des médicaments et mentionne qu'elle vient du village de Bord. Takumi demande s'il peut l'accompagner jusqu'au village, ce qu'elle accepte avec joie. Reconnaissant, Takumi lui dit qu'elle est sa sauveuse, car il n'avait aucune idée d'où se trouvait le village et était sur le point de camper à proximité. La fille remarque le lapin mort et demande s'ils vont le laisser sur place, mentionnant que sa viande est délicieuse. Surpris, Takumi stocke le lapin dans son coffre à outils, ce qui étonne la jeune fille. Elle s'exclame qu'il est incroyable. Elle se présente ensuite sous le nom de Molly, et tous deux se mettent en route pour Bord. La scène se déplace ensuite vers l'Empire de Sidonia, où 3 étudiants, dont une jeune fille nommée Akane, se sont rassemblés. Ils se demandent pourquoi ils ont été convoqués en ces lieux. Une princesse nommée Elisabeth, qui supervise la région, s'approche d'eux. Elisabeth explique qu'ils ont été choisis pour leurs pouvoirs extraordinaires, qui doivent être utilisés pour sauver le monde. Cependant, Akane ressent quelque chose d'inquiétant. Elle se rend compte qu'Elisabeth n'est pas aussi bienveillante qu'elle le prétend. Convaincue qu'Elisabeth représente un danger, Akane décide qu'elle ne peut en aucun cas lui faire confiance. De retour au village, Takumi est chaleureusement accueilli par le père de Molly, Banga, qui lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé sa fille. Takumi demande s'il peut rester un moment au village, et Banga accepte avec plaisir. Il explique à Takumi que les terres ici regorgent d'herbes médicinales parfaites pour fabriquer des remèdes. L'ami de Banga, Bobon, ajoute que le village dispose également d'installations pour l'artisanat, ce qui réjouit Takumi, qui préfère ce genre d'activité. Banga informe Takumi qu'il n'y a pas de logement disponible dans le village pour l'instant, mais promet de lui en construire un. Bobon rassemble rapidement un groupe de travailleurs, et il se dirige vers un terrain vide. Banga s'excuse, disant que c'est tout ce qu'ils peuvent offrir pour le moment. Takumi les rassure en disant que c'est parfait et commence à utiliser sa magie pour préparer le terrain à la construction. Tout le monde est impressionné lorsqu'il crée une fondation solide, mais cet effort laisse Takumi épuisé à cause d'une surutilisation de son mana. Inquiet, Bobon lui demande s'il va bien et s'il peut vraiment utiliser la magie. Takumi répond que c'est inhabituel ici. L'ami de Bobon intervient en disant que pas du tout, tu es impressionnant tel que tu es. Ensemble, ils continuent à construire une grande maison. Takumi réfléchit à sa nouvelle vie et remarque la chance qu'il a d'avoir des compétences en menuiserie et en forge, qui l'aident à meubler la maison. Cependant, il décide qu'il est temps de changer de profession et choisit de devenir alchimiste et forgeron. Avec beaucoup de cuivre et de fer à sa disposition, Takumi expérimente ses capacités. Grâce à sa magie, il transforme avec succès du fer brut en lingots de métal solide sans utiliser de fourneau. Émerveillé par ce succès initial, il continue à raffiner les matériaux restants. Pendant ce temps, Molly rend visite à Takumi et frappe à sa porte. Ne recevant pas de réponse, elle l'ouvre et trouve Takumi effondré sur le sol. Alarmée, elle crie à l'aide. Takumi reprend conscience et explique qu'il s'est surmené en utilisant trop de mana, ce qui lui a causé des nausées. Martha, la mère de Molly, le réprimande pour ne pas avoir pris soin de sa santé. Banga donne à Takumi une boisson énergétique pour restaurer son mana. Se sentant revigoré, Takumi reprend son travail, fabriquant divers lingots et même des objets ménagers tels que des ustensiles et des outils. Plus tard, il rejoint Bobon dans la fabrication d'armes et utilise sa magie de feu pour forger une nouvelle pièce. Bobon est stupéfait et déclare que c'est la meilleure création qu'il ait jamais vue. Takumi demande à Banga des potions de guérison pour essayer d'en fabriquer lui-même. En tentant de les reproduire, il remarque que ces potions diffèrent en couleur et manquent de puissance. Déterminé à perfectionner ses compétences, il s'aventure dans la forêt pour goûter diverses herbes. Malheureusement, l'une d'elles se révèle toxique, provoquant une douleur intense. Utilisant un sort de guérison, il parvient à soulager la plupart de la douleur mais reste faible, peinant à se tenir debout. Alors qu'il récupère, une créature massive connue sous le nom de sanglier blindé apparaît derrière lui. Serrant fermement sa lance, Takumi se prépare à se défendre. Le sanglier charge, et Takumi lui lance un couteau, mais l'attaque échoue. Le sanglier continue à avancer, forçant Takumi à attaquer de nouveau avec sa lance. Cependant, la peau dure du sanglier rend la lance inefficace, et elle se casse sous la pression. Le sanglier frappe Takumi, l'envoyant voler et le laissant momentanément incapacité. Alors que le sanglier se prépare à charger de nouveau, Takumi panique, incertain de quoi faire. Il tente alors la magie de la terre, lançant des rochers sur le sanglier, mais la créature reste impassible. Il essaie la magie du vent, mais cela n'a aucun effet. À court d'options, Takumi entend un faible murmure derrière lui. En se retournant, il aperçoit une grande araignée venimeuse blessée à proximité. Ne sachant comment procéder, Takumi essaie de se concentrer, mais le sanglier charge à nouveau. Avant que le sanglier ne puisse frapper, l'araignée intervient, créant une barrière de toile qui détourne la trajectoire du sanglier. Bien que la toile le ralentisse,
le sanglier reste en grande partie indemne et se prépare pour une autre attaque. Désespéré, Takumi peine à trouver un plan. Dans un moment de clarté, il se souvient de ses compétences en alchimie. Lorsque le sanglier charge une fois de plus, Takumi utilise ses capacités pour se propulser dans les airs. Depuis les hauteurs, il lance une attaque puissante visant la tête du sanglier, le tuant enfin. Avec la bataille terminée, Takumi se tourne vers l'araignée blessée. Utilisant un sort de guérison, il soigne ses blessures, ce qui, contre toute attente, apprivoise l'araignée. Elle devient docile et semble former un lien avec Takumi, le suivant et l'acceptant comme son maître. Takumi décide de nommer l'araignée Maple et l'améliore en réparant une patte endommagée, gagnant ainsi la loyauté et l'affection de Maple. De retour au village, la nouvelle de la victoire de Takumi sur le sanglier blindé se répand rapidement. Les villageois sont stupéfaits, car le sanglier possédait une force et une résilience incroyables. Molly signale à Takumi qu'une araignée est sur son dos, ce qui provoque la peur chez les autres. Takumi les rassure rapidement en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il l'a apprivoisée, qu'elle est complètement docile maintenant et qu'elle ne fera de mal à personne. Banga, surpris, remarque qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un apprivoisant des insectes auparavant, mais qu'il semble que Takumi ait réussi. Takumi sourit et propose de tous festoyer autour du sanglier. La suggestion ravit tout le monde, y compris les enfants qui commencent à jouer autour du sanglier. Les villageois se rassemblent pour préparer le repas. Pendant qu'ils travaillent, Banga dit à Takumi que s'il veut vendre la peau et les défenses du sanglier, il peut le faire dans la grande ville. Takumi demande quelle est la ville la plus proche d'ici. Banga répond que c'est Bolton, mais que c'est assez loin. Pendant ce temps, Maple, l'araignée, joue joyeusement avec les enfants, surprenant les adultes par sa nature douce. Bobon remarque qu'avec l'arrivée de Takumi, le village est devenu plus lumineux et vivant qu'avant. Banga acquiesce, mais ajoute qu'il ne pense pas que Takumi restera longtemps dans ce petit village. La scène change pour montrer Noline observant Takumi d'en haut. Elle se dit à elle-même qu'il se débrouille bien maintenant et l'encourage silencieusement à continuer. Son amie apparaît à ses côtés et lui demande ce qu'elle souhaite pour Takumi. Noline hésite avant de répondre qu'elle ne peut pas souhaiter quelque chose de précis. Son amie lui rappelle qu'elle lui a donné un nouveau corps, sa bénédiction, et l'a envoyé une année entière dans le passé, bien avant que l'Empire de Sidonia ne lance son sort d'invocation. Maintenant, le protagoniste s'est réveillé avec un nouveau problème, car la petite araignée a causé un gros désordre dans la maison. Elle s'excuse mais explique que tout ce qu'elle a fait, c'était parce qu'elle s'ennuyait trop. Et elle a raison, car Takumi s'est uniquement consacré à son travail et ne lui a pas prêté attention. C'est pourquoi aujourd'hui, il décide de tout laisser de côté pour jouer uniquement avec son araignée. Et oui, si vous avez des animaux de compagnie, prenez du temps pour eux, car ils s'ennuient aussi et ont besoin de se divertir. Soudain, Martha arrive pour apporter à manger au protagoniste, mais elle tombe sur une scène très facile à mal interpréter. Il lui explique que son animal de compagnie n'a pas essayé de le manger et qu'il jouait simplement, mais Martha se concentre sur la magnifique soie que l'araignée a fabriquée. À partir de cela, il confectionne une chemise en soie, et les femmes du village sont ravies, car la soie d'araignée est considérée comme un luxe. Les nobles achètent ce matériau, ce qui pourrait représenter une grande opportunité. Ils demandent à l'araignée de produire une soie encore plus élastique, et elle s'exécute. Le protagoniste lui demande s'ils ne vont pas jouer comme prévu, mais l'araignée, avec une expression particulière, répond que non, ce sera pour plus tard, car elle a beaucoup de travail. Takumi voit cela comme une occasion de se consacrer à ses propres activités. En ce moment, il envisage de déménager dans une plus grande ville pour étudier l'alchimie, mais il ne sait pas comment annoncer cette décision aux habitants du village. Plus tard, on lui donne de l'équipement pour que son voyage dans la forêt ne soit pas dangereux. En réalité, tout le monde sait déjà que Takumi prévoit de partir. La semaine prochaine, un marchand de Bolton arrivera, et ils lui demanderont de permettre au protagoniste de voyager avec lui dans sa charrette. Ensuite, Takumi rencontre à nouveau Martha, qui va jeter les entrailles d'un lapin cornu, car elles sont souvent infestées de parasites et causent de nombreuses maladies. Comme le village ne dispose pas des moyens pour les purifier, ils n'ont pas d'autre choix que de les jeter. Takumi demande la permission et procède à leur purification grâce à sa magie de lumière, ce qui impressionne Martha. Elle le remercie, mais lui recommande de ne pas utiliser cette magie devant d'autres personnes. En effet, peu de gens peuvent utiliser la magie de lumière, et ceux qui le peuvent en vivent littéralement. Le protagoniste la remercie pour son conseil et se met à pratiquer sa magie de terre, érigeant des murs pour laisser le village plus sécurisé, avec quelques commodités supplémentaires. Finalement, le marchand arrive et se présente au protagoniste. Il s'appelle Papek et semble très aimable. C'est l'heure du départ, mais avant cela, Takumi informe qu'il a laissé environ 100 potions dans sa maison pour qu'elles soient utilisées au besoin. Curieux, Papek lui demande s'il a lui-même fabriqué ces potions. Takumi confirme, mais passe rapidement à autre chose, car c'est le moment de dire au revoir. Les femmes du village lui offrent une cape en soie d'araignée comme remerciement pour tout ce qu'il a fait. Takumi leur fait ses adieux avec beaucoup d'émotion et promet qu'il reviendra un jour, car il considère cet endroit comme son foyer. En chemin,
Les autres passagers du chariot sont émus par l'affection que tout le monde porte à Takumi. L'un d'eux ne peut même pas retenir ses larmes. Il se présente alors, le blond s'appelle S, le Rouriel, et le chauve musclé Bogart. Papek explique qu'ils forment Croc de Lion, un groupe d'aventuriers de Rancé, et qu'ils sont ses gardes pour ce voyage. Bien que la région soit calme, ils se plaignent de l'ennui, car rien d'intéressant ne se passe, mais le protagoniste préfère que cela reste ainsi. Il lui demande pourquoi il tient un sac avec autant de précautions, et Takumi leur répond qu'il contient une araignée tueuse. Les compagnons de voyage sont surpris que Takumi ait réussi à apprivoiser une araignée tueuse. Riel, curieux, veut la voir de plus près, mais il reçoit immédiatement une leçon de la part de l'araignée. Contrairement à tout à l'heure, l'araignée semble très attachée à Bogart, et personne ne comprend pourquoi. Papek demande au protagoniste s'il a encore quelques-unes des potions qu'il a vues au village. Il serait intéressé à lui en acheter. Takumi accepte sans problème, mais la scène est soudain interrompue, des monstres apparaissent enfin sur le chemin. Il s'agit de gobelins. Les aventuriers demandent à Takumi de rester dans la charrette pendant qu'ils les affrontent. Bien qu'ils ne soient pas les combattants les plus expérimentés, ils parviennent à éliminer tous les gobelins assez rapidement. Les aventuriers récupèrent ensuite les pierres magiques à l'intérieur des gobelins. Pendant ce temps, l'araignée continue d'encourager Bogart pour une raison mystérieuse. Après cet incident, le voyage reprend, et, au bout de 3 jours, ils arrivent enfin à la ville de Bolton. La première chose que fait Takumi est d'accompagner les aventuriers au guild pour qu'ils déposent leur rapport de mission d'escorte. Il en profite également pour s'enregistrer, lui et son araignée, comme aventurier afin de pouvoir résider en ville. Cependant, il inscrit l'araignée comme son familier. Grâce à cette identification, Takumi pourra bénéficier de nombreuses facilités en ville, à condition de remplir au moins une mission par mois. Plus tard, chez Papek, Takumi révèle qu'il possède 100 potions de chaque type. Le marchand, impressionné, lui propose d'acheter les potions de soins basiques et de vigueur à 10 pièces d'argent chacune, et celles de mana à 50 pièces d'argent l'unité. C'est une somme considérable pour Takumi, mais Papek s'excuse, comme Takumi n'est pas un créateur reconnu, il ne peut recevoir que des tarifs inférieurs à la moyenne. Malgré tout, cela semble être une très bonne affaire, même si Takumi reste un peu méfiant. Papek explique ensuite à Takumi que, s'il souhaite s'établir comme créateur dans cette ville, il devra résider dans une maison avec atelier. Bien sûr, Takumi n'a pas les moyens d'acheter une maison, mais Papek lui propose une option de location. Son assistant, Thomas, l'emmène visiter un logement. À sa grande surprise, il s'agit d'un véritable manoir, disponible pour un loyer de 1 pièce d'or et 50 pièces d'argent par mois. Ce prix est relativement abordable, compte tenu du fait que Takumi pourrait gagner beaucoup d'argent grâce à ses créations. L'araignée se réveille et demande où il se trouve. Takumi lui répond qu'ils sont dans leur nouvelle maison. Il décide alors de s'installer ici. En parcourant la ville, Thomas lui explique que les démarches administratives seront finalisées le lendemain. Cependant, Takumi remarque une forte odeur désagréable dans certains quartiers. Thomas lui explique que cela provient des égouts, qui ne sont malheureusement pas purifiés, car les outils de purification sont rares et coûteux. Bien que des prêtres soient parfois engagés pour purifier les canalisations, cela n'empêche pas les mauvaises odeurs de persister dans certaines zones. Plus tard, Takumi commence à s'installer dans sa nouvelle maison. Il achète de l'argile chez Papek, la façonne, puis utilise sa magie pour la chauffer et créer des objets. Cette activité fait progresser ses compétences magiques, bien qu'elle consomme énormément d'énergie. Mais ses efforts sont récompensés, il réussit à aménager un bain moderne, dont il est très fier. Alors qu'il se détend, Takumi entend soudain un cri à l'extérieur. Il sort et découvre que son araignée a enveloppé Papek dans de la soie. Elle dit qu'elle le reçoit, mais Takumi la gronde en expliquant que cela ne faisait plaisir qu'aux enfants du village. Cependant, Papek ne semble ni effrayé ni contrarié. Au contraire, il est si détendu par la douceur de la soie qu'il déclare vouloir dormir pendant plusieurs jours. Takumi et l'araignée s'excusent auprès de lui, mais le vieil homme leur assure que ce n'est rien, qu'il a juste été surpris et qu'en réalité, l'expérience était très agréable. Papek exprime ensuite son envie d'aller aux toilettes. Takumi lui propose immédiatement d'utiliser son propre bain. En entrant, Papek pousse un cri et demande quel genre de salle de bain c'est. Takumi explique que c'est une toilette dotée d'un artefact capable de purifier après usage. Lorsque Papek entend le mot purifier, il demande à Takumi s'il est capable d'utiliser la magie de lumière. À cet instant, Takumi se rappelle les avertissements de Martha, personne ne doit découvrir qu'il peut utiliser cette magie. Pris au dépourvu, il supplie Papek de garder ce secret. Heureusement, Papek, en tant qu'homme d'affaires avisé, accepte de garder le silence. Cependant, il demande à Takumi de fabriquer 50, non, 100 de ses toilettes. Takumi est surpris par cette demande, mais il suppose qu'avec les bons matériaux, cela ne devrait pas poser de problème. Papek, très enthousiaste, suggère à Takumi de recruter de la main-d'œuvre. Il lui recommande même de passer par des contrats d'esclavage, expliquant que cela garantirait la confidentialité grâce à la magie des contrats. Selon lui, les talents de Takumi sont exceptionnels,
et la magie de lumière est considérée comme un don divin par l'Empire sacré de Sidonia, chef de l'Église de la lumière divine. Papek poursuit en expliquant que l'Église de la lumière divine accueille les utilisateurs de magie de lumière et génère d'énormes revenus grâce à leur capacité de guérison. Ainsi, elle ne verrait probablement pas d'un bon œil que des toilettes utilisant la magie purificatrice se répandent partout. Conscient des risques, Takumi se demande si produire ces toilettes est réellement une bonne idée. Mais Papek lui assure qu'il a déjà un plan pour obtenir le soutien nécessaire et rendre le projet sûr. Papek insiste à nouveau sur l'importance de recruter au moins un esclave pour ce projet, mais Takumi refuse catégoriquement. Il n'aime pas le concept et préfère travailler seul, même si cela demande plus d'efforts. Papek n'est pas d'accord avec cette décision, mais la discussion est interrompue lorsque la carte de guilde de Takumi commence à briller. En la vérifiant, il découvre une lettre indiquant qu'il doit remplir des commandes selon son niveau avant une certaine date, dans un délai d'1 mois. Cela signifie que Takumi aura besoin d'aide pour gérer son temps. Papek l'emmène alors à la compagnie Mulan, connue comme la meilleure entreprise de serviteurs sous contrat de la ville. Bien que Takumi n'aime pas utiliser ce terme, il accepte de voir ce que propose Papek. Pendant que ce dernier s'occupe de quelques affaires, Takumi se rend dans le jardin et y rencontre une femme intrigante. Cependant, contre toute attente, elle lui ordonne brusquement de partir immédiatement. Le protagoniste entre et rencontre une femme appelée Mulan, la propriétaire de l'entreprise. Le narrateur lui mentionne qu'il est venu chercher des esclaves, mais il exprime ses réticences à propos de ce type de contrat. Mulan trouve tout cela très étrange et lui explique que ce n'est pas aussi mauvais que cela en a l'air. En réalité, les serviteurs ont certains droits, comme le logement, la nourriture, les vêtements et la sécurité. Cependant, ils n'ont pas le droit de rompre leur contrat ou de divulguer des informations sur leur maître. Takumi est surpris, car ce système semble moins cruel que ce qui existait dans notre monde il y a quelques siècles. Mulan lui explique qu'il existe plusieurs types de contrats, ceux des personnes ayant contracté une dette, qui doivent travailler jusqu'à son remboursement, ceux des criminels qui travaillent pour se réinsérer dans la société, ceux des prisonniers de guerre qui travaillent pour gagner leur vie, et ceux des individus contraints par des bandits à signer des contrats, un cas qui ressemble le plus à notre monde. Mulan demande pourquoi le protagoniste veut un serviteur. Papek lui répond qu'il vit seul et qu'il a beaucoup de travail à gérer. En tant que créateur, il a besoin de quelqu'un pour le protéger lorsqu'il collecte des minéraux, mais aussi pour faire le ménage et d'autres tâches similaires. Mulan comprend qu'il veut 2 serviteurs, alors elle lui présente une première candidate, Maria. Maria est une jeune fille en détresse, enlevée par des brigands, sans personne pour l'aider. Elle est parfaite pour les tâches domestiques comme la lecture, l'écriture et le ménage. Le protagoniste lui explique ce qu'elle devra faire chez lui, comme nettoyer les chambres et les salles de bain. Maria répond qu'elle peut tout gérer sans problème. Cependant, une situation gênante survient lorsque le protagoniste lui dit qu'elle est très jolie et qu'il ne comprend pas pourquoi elle se trouve dans un tel endroit. Maria, visiblement mal à l'aise, insiste sur le fait qu'elle ne s'occupera que des tâches ménagères, rien de plus, et qu'elle n'acceptera pas de l'accompagner dans des situations inappropriées. Le protagoniste s'excuse pour le malentendu et accepte ses conditions. Mulan informe le protagoniste que, pour l'instant, Maria est la seule servante disponible. Maria mentionne une certaine Sophia, mais Mulan la fait taire en disant que cela ne la concerne pas et qu'elle devrait aller se préparer. Le protagoniste, intrigué, demande des informations sur Sophia. Mulan explique que Sophia a plusieurs défauts, elle a été capturée il y a 50 ans lors d'une guerre entre les royaumes de Triaria et Ugur, le royaume des elfes. Sophia n'a jamais signé de contrat en raison de ses blessures. Elle a l'oreille gauche endommagée, des difficultés à bouger son bras droit et sa jambe gauche, et une malédiction qui bloque sa magie spirituelle et élémentaire, ce qui la rend inutile en tant que combattante. Malgré cela, Takumi demande à parler en privé avec Sophia. Elle se montre réticente, affirmant qu'elle ne pourra pas lui être utile. Cependant, Takumi utilise son intuition de niveau 1 et découvre que Sophia est extrêmement puissante malgré ses handicaps. Il réalise que si la malédiction est levée et ses blessures soignées, elle pourrait être une alliée incroyable. Mulan revient et demande s'ils ont pu discuter. Le protagoniste déclare alors qu'il souhaite établir un contrat avec Sophia. Mulan n'en revient pas et demande si le protagoniste souhaite réellement quelqu'un avec si peu de capacités. Takumi répond que oui, il suffit de résoudre les problèmes pour que tout fonctionne. Mulan éclate de rire, trouvant son projet intéressant. Plus tard, il termine le processus administratif, et les 2 filles sont prêtes. Maria remercie le protagoniste d'avoir accepté Sophia. Mulan procède à la création du contrat avec un sort assez étrange, officialisant le tout. Désormais, les 2 filles seront à son service, quoi qu'il arrive. Takumi, un peu gêné, préfère qu'on ne l'appelle pas maître. Mulan est heureuse que Maria et Sophia aient trouvé quelqu'un d'aussi bon. De retour à la maison, la petite araignée du protagoniste l'accueille, effrayant les 2 filles. Il leur explique que c'est son animal de compagnie et leur annonce qu'elles vivront désormais avec lui. Takumi leur montre leurs chambres respectives, car chacune en aura une. Les filles trouvent cela trop luxueux, mais il leur explique que la maison est si grande qu'elles lui rendront service en occupant les pièces.
Il ajoute qu'elles auront accès à une baignoire qu'elles pourront utiliser une fois leurs affaires rangées. Sofia propose qu'il utilise la baignoire en premier, mais il précise que l'eau est maintenue propre par un artefact et que cela n'a pas d'importance. Pendant qu'elles se détendent, Maria exprime sa surprise que Mulan ait laissé partir Sofia, car c'est la première fois qu'elle accepte une telle chose. Sofia, en revanche, semble préoccupée. Elle explique avoir remarqué que le contrat ne contient aucune information sur le passé, la famille ou l'identité du protagoniste, ce qui la rend méfiante. Au moment du dîner, Maria est stupéfaite de constater que le protagoniste a déjà tout préparé. Il explique l'avoir fait pour ce premier jour et qu'elle pourra s'occuper des repas à l'avenir. Sofia, cependant, considère qu'il est irrespectueux de manger avec lui à la même table, mais Takumi précise qu'il ne souhaite pas une relation de maître et serviteur, préférant une ambiance plus normale. Il demande également à être appelé par son prénom. Maria accepte facilement, tandis que Sofia reste mal à l'aise, ce qui soulève des questions sur son passé et ses méfiances. Le lendemain, Takumi reçoit un colis demandé précédemment et se voit averti de le manipuler avec précaution. En se promenant en ville, il remarque une église inconnue et décide d'y entrer. Devant l'autel de la déesse Noline, il s'incline pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui. Il se souvient alors qu'elle avait mentionné que l'empire de Sidonia contrôlait la religion, et il s'interroge sur cette déclaration. Soudain, Noline lui répond. Elle explique que ce monde a deux religions, le créationnisme, qui la vénère, et la lumière divine, qui a inventé une nouvelle déité. L'Empire sacré de Sidonia a activement travaillé pour donner de la puissance à cette nouvelle religion et s'oppose directement au créationnisme. Noline précise qu'elle n'intervient pas dans les affaires humaines, ce qui a permis à Sidonia de recourir à des invocations de personnes d'autres mondes, comme Takumi, bien que cela n'ait pas été son intention initiale. Noline avertit Takumi que son soutien ne sera pas éternel. Avec le temps, ses réussites faciles diminueront, et il pourrait rencontrer des personnes aux intentions malveillantes. Notre protagoniste réalise que toutes ses rencontres positives jusqu'à présent étaient dues au soutien de la déesse. Elle l'avertit que désormais, tout dépendra de ses propres actions, car l'équilibre s'ajustera selon ses décisions et non grâce à son pouvoir divin. Dans l'empire de Sidonia, le roi s'enquiert de l'entraînement des héros invoqués. On lui rapporte qu'ils progressent bien et, malgré leur confusion initiale, la princesse Elisabeth a su les convaincre de soutenir l'empire. Akira et Yamato, en plein entraînement, peinent face à un adversaire redoutable. Yamato, submergé par le souvenir d'une défaite passée, redouble d'efforts pour ne plus revivre ce sentiment d'échec. Pendant ce temps, un vieil homme encapuchonné demande à Akane, une autre héroïne invoquée, de rejoindre l'entraînement. Elle refuse, déclarant qu'elle n'aime pas la violence. Elisabeth lui explique que ce n'est pas de la violence, mais un moyen de sauver le monde. Akira promet de protéger Akane, mais celle-ci reste méfiante envers la princesse. Revenons à Takumi, il est accueilli comme d'habitude par son araignée. Sofia remarque un colis qu'il manipule rapidement et décide de l'espionner. Elle le voit travailler sur une arme et une potion, mais lorsqu'il mentionne Maria, elle intervient brusquement, l'accusant de comploter contre cette dernière. Dans l'action, elle s'évanouit, épuisée et blessée à la main gauche. Takumi soigne Sofia avec difficulté et, grâce à cet acte, augmente son niveau de magie de lumière. Maria explique que Sofia s'effondre toujours quand elle se surmène, probablement à cause d'une malédiction. Takumi utilise alors une compétence spéciale pour lever cette malédiction, lui permettant de retrouver toute sa force. Plus tard, Sofia se réveille, se sentant étonnamment légère. Maria lui raconte que Takumi l'a soignée, mais Sofia, méfiante, suggère de fuir. Maria lui montre alors son oreille guérie, prouvant que la malédiction est levée et que son pouvoir magique est restauré. Touchée par cette révélation, Sofia va remercier Takumi. Ce dernier lui explique qu'il avait besoin d'un niveau supérieur en magie de lumière pour la soigner, ce qu'il a obtenu en expérimentant sur des blessures. Sofia demande pourquoi il mentionnait Maria, et Takumi explique qu'elle avait jeté des herbes nécessaires à son expérience par erreur. Lorsqu'elle l'interroge sur les risques qu'il a pris, il répond qu'il a tenu une promesse. Émue, Sofia jure fidélité à vie à Takumi, marquant le début d'une relation saine entre eux. Pendant ce temps, la déesse Noline observe en silence, semblant s'amuser de la situation. Un nouveau jour commence, et Takumi se consacre à l'étude de l'alchimie et d'autres disciplines dans la bibliothèque. Cependant, il est surpris de découvrir qu'il n'y a que 4 livres sur l'alchimie. Il se demande pourquoi cette discipline est devenue si obsolète, malgré sa simplicité. En y réfléchissant, il réalise que le livre est écrit dans la langue de l'ancienne civilisation magique, une langue qu'il peut comprendre grâce à la bénédiction de la déesse Noline depuis sa réincarnation. Cette capacité à maîtriser toutes les langues rend son apprentissage bien plus facile. De retour à la maison, Maria lui dit que ce qu'elle a vu la veille sera difficile à oublier, ajoutant qu'ils avaient l'air divins ensemble. Elle avoue ouvertement qu'elle n'a rien manqué de la scène. Maple, quant à elle, le qualifie de charmeur, tandis que Maria remarque que Sofia ressemble à un chevalier prêt à protéger sa princesse. Takumi, cependant, n'apprécie pas vraiment d'être considérée comme la princesse dans cette comparaison. Plus tard, tout le groupe nettoie les toilettes récemment achevées.
Takumi leur explique qu'ils pourront les livrer aujourd'hui, ce qui permettra de lancer une production à grande échelle. Il partage également son envie de voyager, d'explorer des matériaux et ingrédients uniques, et de visiter des ruines pour s'amuser. Il prévoit d'emmener Sofia comme escorte, tandis que Maria doit rester pour s'occuper de la maison. Quant à Maple, étant son familier, elle devra l'accompagner. Maria exprime toutefois son souhait de les rejoindre. Takumi hésite, expliquant que ce serait dangereux. Déçue par ce refus, Maria se compare à des toilettes abandonnées, ce qui laisse Takumi perplexe face à cette étrange analogie. Voyant sa tristesse, il reconsidère sa décision, jugeant qu'il serait plus préoccupant de la laisser seule dans une grande maison. Le regard plein d'espoir de Maria finit par le faire changer d'avis. Pour s'assurer que Maria est apte à voyager, Takumi utilise son pouvoir d'évaluation sur elle et découvre qu'elle est plutôt douée au combat, portant le titre de guerrière. Encore hésitant, Sofia propose de former Maria au combat et à la magie. Avec cet arrangement, Takumi accepte qu'elle se joigne à eux et promet de fabriquer l'équipement nécessaire pour les deux. Sofia demande une épée longue, une lance de 2,5 mètres, un arc long et quelques petits poignards. Maria, se souvenant de son entraînement avec des dagues à la compagnie Mulan, choisit cette arme comme sa préférée. Cependant, Sofia trouve les dagues peu efficaces contre les monstres et suggère que Maria apprenne à manier une lance. Cette nuit-là, Takumi commence à forger leurs armes et armures, utilisant des lingots d'acier magique, car les métaux ordinaires ne sont pas très pratiques dans ce monde. Le lendemain matin, Sofia commence tôt l'entraînement de Maria pendant que Takumi termine les armes demandées. La complexité de la tâche améliore considérablement ses compétences et épuise son mana. La lance de Sofia est ornée d'un motif d'aile, tandis que celle de Maria arbore un motif de flamme. Les deux sont enchantés avec des propriétés d'amélioration des dégâts et de réparation automatique. Les dagues de Maria, conçues pour être attachées à ses cuisses, mettent Takumi mal à l'aise rien qu'en y pensant, tandis que Maria ressent inexplicablement un frisson dans les jambes. Ayant besoin de mesures précises pour leurs équipements mais ne pouvant les demander directement, Takumi utilise son pouvoir d'évaluation pour créer des mannequins des deux jeunes femmes. Bien que pratique, il trouve le résultat quelque peu indécent. Quelques jours plus tard, les filles essaient leurs équipements sur mesure, qui leur vont parfaitement. Impressionnée, Sofia demande à Takumi comment il a pu atteindre une telle précision. Maple commence à mentionner les mannequins, mais Takumi change rapidement de sujet. Les filles testent ensuite leurs armes, confirmant qu'elles sont en parfait état. Takumi leur offre également des anneaux pour activer la magie avant de se rendre à la guilde pour les inscrire comme aventurières. Le réceptionniste leur remet leurs cartes respectives, marquant le début de leur nouvelle aventure. Tout juste au rang H, Takumi explique qu'ils ne prendront que des missions correspondant au niveau des deux jeunes femmes, car il n'a aucun intérêt à grimper les échelons rapidement. À ce moment-là, des aventuriers s'approchent pour flirter avec elles, se vantant de leur propre rang supérieur et insinuant qu'elle ferait mieux de les suivre. Avant que Sofia ne puisse répondre, Takumi s'interpose, bien qu'il ressente une immense peur intérieure. Malgré cela, il prend son courage à deux mains et leur fait savoir qu'ils sont impolis et vulgaires, en plus de ne pas ressembler aux véritables trois de crocs du lion, ce qui énerve leur chef. Furieux, l'un des aventuriers tente de lui donner un coup de poing au visage, mais juste avant l'impact, Takumi transforme son corps en diamant, ce qui fait que le bras de l'agresseur se casse à l'impact. Alors que la situation s'aggrave, un homme intervient pour demander ce qu'il se passe. Hans, un membre du personnel, présente l'homme comme Barak, le maître de la guilde. Après que Hans ait expliqué que Takumi ne faisait que se défendre, Barak demande à Takumi de le suivre pour discuter en privé. Dans la salle, Barak lui demande ce qu'il a fait et promet de garder l'information confidentielle. Avant que Takumi ne réponde, Hans mentionne avoir ressenti des traces de magie et suppose que Takumi a utilisé un sort. Surpris, Takumi réalise que Hans possède un niveau élevé de détection magique. Il explique alors qu'il n'a pas utilisé de magie offensive mais a extrait du charbon de sa boîte d'objets, qu'il a transformé en diamant pour couvrir son corps juste avant l'attaque. Hans révèle que cette transformation relève de l'alchimie, ce qui est la raison pour laquelle Takumi avait voulu rejoindre la guilde des alchimistes. Hans, remarquant la beauté de Sofia et Maria, suggère à Barak de les promouvoir rapidement pour éviter qu'elles ne soient importunées à nouveau. Barak accepte, mais Takumi rappelle qu'elles viennent à peine de s'inscrire. Hans propose alors de leur attribuer des missions spécifiques pour accélérer leur montée en rang. Takumi, Sofia et Maria acceptent cette offre et commencent à travailler. Les trois missions comprennent la chasse aux gobelins, la chasse aux kobolds et la collecte d'herbes médicinales mariles. Grâce à l'organisation méthodique de Maple, qui localise les ennemis, ils accomplissent ces tâches sans problème. Cependant, Takumi remarque qu'il y a trop de monstres pour une zone de ce type. Sofia suppose alors qu'il pourrait y avoir un campement de taille moyenne dirigé par un général gobelin, une créature de rang C. Pour éliminer un tel camp, il faudrait normalement 5 équipes de rang D ou supérieurs. Sofia propose une stratégie, utiliser leur magie combinée pour réduire le nombre de monstres avec une attaque initiale, ce qui rendrait l'affrontement possible. Pendant ce temps, Maple informe Takumi qu'elle est sur le point d'évoluer. Takumi ouvre immédiatement un portail pour qu'elle puisse se reposer dans un espace dimensionnel. Sofia, étonnée,
lui demande si c'est une magie d'espace-temps. Takumi confirme, expliquant qu'elle est accessible à partir du niveau 3 de cette magie. Sans Maple, le trio avance prudemment. Sophia fait un repérage et annonce qu'il y a entre 300 et 400 gobelins, mais aucun humain dans les environs. Ils utilisent alors leurs anneaux pour activer leurs sorts offensifs et infligent d'importants dégâts au camp. Malgré cela, Sophia reste sur ses gardes et signale l'approche d'un général gobelin accompagné de chevaliers gobelins. Il se lance immédiatement dans le combat. Takumi, bien que terrifié, est obligé d'affronter l'un des chevaliers. Il utilise une fois de plus son alchimie pour triompher, ce qui fait augmenter son niveau rapidement. De retour à la guilde, il rapporte leur succès à Hans, déposant une montagne de matériaux récoltés devant lui. Impressionné mais nerveux, Hans les emmène voir Barak. En apprenant les détails, Barak est stupéfait, ce qu'ils ont accompli aurait nécessité plusieurs équipes de rang des hauts supérieurs. Malgré cela, il élève la voix pour rappeler à Takumi l'importance de ce qu'ils ont réalisé, insistant sur l'impact de telles missions. Lors d'un affrontement tendu, une main surgit soudainement pour repousser un assaillant, et il s'avère que c'est Maple, fraîchement évolué. Maria, émerveillée par la beauté de Maple, n'hésite pas à la prendre dans ses bras. Barak, quant à lui, se résigne face à cette situation exceptionnelle. Hans intervient alors pour annoncer les récompenses, Takumi est promu au rang E, tandis que Sophia et Maria passent au rang F. Le lendemain, Maria demande à Takumi des morceaux de tissu pour fabriquer des sous-vêtements pour elle et Sophia. Elle explique qu'elle ne veut pas utiliser la toile de Maple, car sa qualité est trop élevée pour un tel usage. Elle montre ensuite un croquis des sous-vêtements envisagés, ce qui effraie Takumi. Il redessine lui-même un modèle plus modeste et se propose de les fabriquer, incluant un soutien-gorge et une culotte. Maria, surprise mais ravie, le supplie de les réaliser. Pendant ce temps, Maple informe Takumi que Papek est arrivé, mais ce dernier est retrouvé inconscient à l'entrée. Maple explique qu'il s'est évanoui en voyant son évolution. Après s'être remis, Papek informe Takumi que le margrave Godwin, seigneur de Bolton, souhaite le rencontrer, probablement à cause des artefacts purificateurs qu'il a conçus, notamment les toilettes magiques. Takumi se souvient que Papek avait mentionné son soutien en cas de conflit avec l'Empire sacré de Sidonia. Lors de leur rencontre, Godwin exprime son admiration pour les artefacts, soulignant leur potentiel à améliorer l'hygiène et à prévenir les épidémies. Il remercie Takumi pour son invention ainsi que pour l'élimination de la menace Goblin, un acte également apprécié par le commandant local. Cependant, Godwin met en garde Takumi contre Sidonia, qui pourrait prendre des mesures imprévisibles. De retour chez lui, Takumi se consacre à la création des sous-vêtements pour Sophia et Maria. Après plusieurs jours d'efforts, il parvient à les terminer, bien qu'épuisé et ressemblant à un cadavre ambulant en raison de l'énergie magique dépensée. Sans réfléchir, il leur propose de les essayer, mais, réalisant l'implication de sa demande, il change immédiatement d'avis et s'enfuit, gêné. Maria le traite de poule mouillée, ce qui pousse Sophia à la gronder pour son impolitesse, bien qu'elle partage secrètement cet avis en riant. Pendant ce temps, Takumi, abattu par cet incident, craint d'avoir perdu la faveur de Nolin et se convainc d'avoir fait quelque chose de mal. Le protagoniste vient de fabriquer des réfrigérateurs de très bonne qualité. Après avoir expliqué brièvement comment il les a construits, il invite les autres à en choisir un, tandis qu'il compte apporter les restants à Papek. Toutefois, il veut rapidement commencer un nouveau projet pour améliorer leur équipement. Après son combat contre les gobelins, il a réalisé l'importance de posséder du matériel de la meilleure qualité possible. Son objectif est désormais de créer un équipement non plus en acier, mais en mithril et en adamantine, des matériaux bien plus résistants. Tout le monde est d'accord avec son idée, ne souhaitant que sa protection. Cependant, Hans lui apprend que ces métaux sont si rares que peu de forgerons savent les travailler, du moins dans cette ville. Il lui conseille donc de se rendre au royaume des nains de Nonstal. Mais, étant alchimiste, le protagoniste pourrait techniquement fabriquer ces matériaux lui-même, à condition de se procurer les matières premières. Il existe une mine au nord-ouest du royaume de Barcula où l'on peut extraire du mithril et de l'adamantine en abondance. Le problème, c'est qu'il ne pourra y accéder sans être membre de la guilde des forgerons. Heureusement, Hans lui révèle une astuce, en acceptant une mission pour éliminer des monstres dans la mine, il pourra y entrer sans problème. C'est alors que Barak surgit avec une bonne nouvelle, il n'y a presque plus de bois de Trint à Bolton, et le protagoniste pourrait s'en charger. Grâce à son pouvoir de manipulation de l'espace-temps, il peut transporter les ressources facilement. La mine étant proche de la forêt, il pourra accomplir plusieurs tâches en même temps. Par ailleurs, un forgeron a demandé une escorte pour son voyage jusqu'à Aura. Takumi doit l'accompagner, ce qui lui donne l'impression qu'on lui en demande un peu trop. Mais Barak lui promet qu'en échange, il montera au rang D, et ses camarades au rang E. Malgré cette récompense, Takumi hésite, car il n'a jamais fait d'escorte auparavant, mais cela ne semble pas inquiéter Barak. Takumi veut au moins savoir combien de temps le trajet prendra. Hans lui répond que cela prendrait 7 jours à cheval, ou 4 jours avec un cheval monstre, une espèce rare capable de courir 2 fois plus vite qu'un cheval normal. Takumi aimerait en obtenir un, mais Hans lui apprend qu'ils sont tous déjà réservés.
C'est alors que Riel arrive et lui annonce que lui et son groupe utilisent le dernier disponible. Il vient d'ailleurs de rentrer après avoir vaincu un bison sur la route, pour éviter que sa viande ne se perde. Riel informe également Barak que les routes sont devenues dangereuses récemment, compliquant les missions d'escorte. Il prévoit de retrouver son groupe demain. Takumi en profite pour l'inviter chez lui afin qu'il puisse se laver et se reposer, ce que Riel accepte volontiers. Avant cela, Takumi se rend chez Papek. Ce dernier, après avoir appris la mission du protagoniste, lui prête une carriole de sa compagnie ainsi qu'un cheval monstre afin qu'il puisse revenir plus vite. Évidemment, en tant qu'homme d'affaires, il pose une condition, Takumi devra lui vendre en gros une partie des ressources qu'il extraira. Ce dernier accepte sans problème. Papek lui demande également de fabriquer d'autres réfrigérateurs à son retour, appréciant énormément leur efficacité. Pendant ce temps, à la maison, l'elfe commence à s'inquiéter de l'absence prolongée de son maître, car il se fait tard. Takumi, de son côté, rentre en compagnie de Riel, après avoir questionné plusieurs forgerons sur leur capacité à travailler le mithril et l'adamantine, sans succès. Soudain, Riel ressent une présence hostile et se précipite avec Takumi pour l'affronter. Malheureusement, ils ne parviennent pas à l'identifier immédiatement. Peu après, ils découvrent qu'il s'agissait de Sofia, qui a mal interprété la situation. Convaincue que Riel représentait une menace, elle voulait l'éliminer. Finalement, elle réalise son erreur et s'excuse. De retour chez Takumi, Riel est surpris par le nombre de filles qui l'entourent. Il est particulièrement affecté en voyant que Maple a évolué, et en plaisantant, il lui dit qu'elle ne l'aime plus. Riel est déprimé, tous ses amis sont en couple ou mariés, et il est le seul à être encore célibataire. Le protagoniste tente de le rassurer en lui expliquant que les filles qui l'entourent ne sont que ses servantes. Riel essaie alors de séduire l'une d'elles, mais échoue une fois de plus, car elles sont entièrement dévouées au service de Takumi. Pendant que le pauvre homme prend son bain, Takumi informe ses compagnons de sa nouvelle mission. Tous sont d'accord, et ils se préparent à partir dans 3 jours. Le lendemain matin, ils font leurs adieux à Riel, et Takumi lui demande de saluer les autres de sa part. De retour à son laboratoire, Takumi examine une gigantesque épée en tungstène qu'il aimerait modifier, car elle est trop encombrante pour être maniée efficacement. Toutefois, l'arme semble résister à sa transformation plus que prévu. Takumi n'a pas d'autre choix que d'y mettre toute son énergie pour finalement la soumettre. Grâce à ses efforts, il parvient à forger 2 nouvelles épées, des drainantes de mana, dont la puissance et la netteté augmentent à mesure qu'elles absorbent du mana. Même s'il a vidé ses réserves d'énergie magique, le résultat en valait largement la peine. 3 jours plus tard, le moment du départ est arrivé. À l'intérieur du chariot se trouve des Jambeaux, le forgeron qui a demandé une escorte. Ravi d'être sous la protection de Takumi, il se sent en sécurité. En chemin vers Ora, Maria se révèle être une excellente conductrice de chevaux. Pendant ce temps, on s'informe Barak que la section de Ora a envoyé un rapport inquiétant, les monstres de la forêt de la mort sont plus actifs que jamais. Malheureusement, Takumi est déjà parti, et il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'affronte pas de créatures trop puissantes. De son côté, Papek discute avec un interlocuteur à propos du succès grandissant des inventions de Takumi. Sa Majesté est particulièrement fascinée par les toilettes qu'il a conçues et souhaiterait les voir installées dans la capitale. Toutefois, une rumeur circule, l'Empire sacré de Sidonia pose de plus en plus de questions à ce sujet, ce qui pourrait s'avérer problématique. Il semblerait même que là-bas, l'entraînement des héros invoqués s'intensifie, ce qui suscite des soupçons, notamment chez Akane, qui continue de se méfier de la princesse Elisabeth. Revenons à Takumi, il explique à des Jambeaux que leur mission inclut aussi la chasse aux Trint. Afin d'assurer la sécurité du forgeron, il érige une barrière protectrice. Des Jambeaux étaient déjà au courant et n'y voient aucun inconvénient. Dans la forêt, Sofia lui conseille d'utiliser sa détection magique pour différencier les Trint des arbres ordinaires. Grâce à cette technique, Takumi repère et abat rapidement son premier Trint. Cependant, les ennuis ne font que commencer, un grand nombre de Trint apparaissent et encerclent le groupe, manifestement hostiles. Comme les affronter un par un prendrait trop de temps, ils optent pour la magie afin d'en éliminer le plus possible. C'est alors qu'un Trint ancien surgit. Son problème ? Il se régénère à une vitesse impressionnante, rendant les attaques classiques inefficaces. Sofia suggère à Takumi d'imbiber son épée de magie de feu, tandis qu'elle-même utilise la magie spirituelle pour l'affaiblir. Profitant de l'ouverture, Takumi assène le coup fatal. Une fois vaincu, le Trint ancien laisse tomber des pommes miraculeuses, extrêmement rares et réputées pour leurs bienfaits. Le groupe décide d'en ramasser pour que Maria puisse préparer un plat spécial. Après quelques jours de voyage supplémentaires, ils atteignent enfin Ora. Leur première destination est la guilde des aventuriers locales, où ils apprennent que la mine qu'ils doivent explorer est infestée de monstres mangeurs de minéraux. Parmi eux, les taupes de fer, qui devront être éliminées avant toute extraction. À l'intérieur de la mine, Takumi trouve rapidement de l'adamantine et du mithril, mais les taupes de fer ne tardent pas à faire leur apparition. Contrairement à ce qu'il imaginait, ces créatures ne sont ni gigantesques ni particulièrement dangereuses. Il lui suffit d'utiliser un peu de lumière pour les aveugler, permettant ainsi à l'elfe de les exterminer facilement.
Puisqu'elles vivent dans l'obscurité totale, leur plus grande faiblesse est évidente, la lumière les paralyse complètement. Tous sont impressionnés par la facilité avec laquelle les taupes de fer ont été vaincues. Maria, en revanche, est déçue au point de pleurer, elle espérait participer au combat, mais n'a même pas eu l'occasion de bouger un doigt. Heureusement, tout s'est parfaitement déroulé, et ils sont rentrés sains et saufs. De retour, Takumi se rend à l'atelier de Dejambo afin d'apprendre les bases de la synthèse et de la forge des alliages de mithril et d'adamantine. Fort de ses nouvelles connaissances, il expérimente en combinant du mithril, du fer magique, des écailles de salamandre et des pierres magiques broyées. Le résultat? Une arme courte dotée de l'élément feu. Depuis ce jour, Takumi n'a pas cessé de travailler d'arrache-pied, allant jusqu'à concevoir des armures à partir des minerais qu'il a récoltés. Le résultat est impressionnant, chacune de ses compagnonnes reçoit une armure enchantée avec des effets uniques. L'armure de l'elfe est imprégnée des éléments vent et eau, celle de Maria du feu et de la terre, et la sienne du vent et de la foudre. Grâce à cette dernière, il peut courir à une vitesse fulgurante, bien qu'il doive encore perfectionner sa maîtrise physique. En plus de cela, il offre une lance de vent à Sophia et une lance de feu à Maria. Toutes deux sont ravies de leurs nouvelles armes. Touchée par tant d'attention, l'elfe exprime son profond dévouement envers son maître et affirme qu'elle serait prête à sacrifier sa vie pour le protéger. Takumi, bien que reconnaissant, lui demande de toujours privilégier sa propre vie avant toute autre chose. Pendant ce temps, dans le ciel, la déesse Nolin observe attentivement les événements du monde. Elle surveille non seulement Takumi, mais aussi des événements plus inquiétants. Dans le royaume de Sidonia, Akira et Yamato, deux héros légendaires, semblent prêts à partir pour le royaume de Samandor. Officiellement, ils ont pour mission d'apporter la paix, mais tout laisse penser que leurs véritables intentions sont bien plus sombres. De son côté, Takumi est épuisé par l'accumulation de travail dans son atelier. L'elfe aimerait qu'une autre personne vienne l'aider, afin qu'il ne s'épuise pas à la tâche. Au même moment, dans la capitale royale de Bakilatos, le roi est préoccupé. Sidonia exige plus d'informations sur la magie de purification utilisée pour les fameuses toilettes de Takumi, ce qui laisse présager une période troublée à venir. Les mots étaient politiques, mais s'ils étaient expliqués correctement, il s'agissait d'une menace pour lui faire remettre l'homme doté du pouvoir de purification. Ces idiots de Sidonia prétendent que la magie de lumière est un don de Dieu et qu'elle appartient à l'église de la lumière divine. Mais le roi refuse de leur livrer Takumi. Le messager le menace alors de rappeler tous les prêtres de l'église de la lumière divine. Le roi répond, leur donnant son aval pour le faire immédiatement. Cette réponse du roi surprend l'émissaire de l'église qui ne sait quoi dire. Après, Takumi apprend aussi cette nouvelle et s'en inquiète. C'est alors que Papek évoque l'existence de l'église de la création, qui a ses racines dans le royaume et vénère la déesse Nolin. Les prêtres de cette église soignent gratuitement les gens, alors que ceux de la lumière divine exigent un prix élevé. Mais au-delà de cela, le roi veut rencontrer Takumi immédiatement. Takumi annonce la nouvelle aux filles et leur raconte comment le roi l'a sauvé de l'empire de Sidonia. Ils ont une semaine pour se préparer, et la calèche tirée par un monstre mettra 7 jours pour atteindre la capitale. Pendant ce temps, Maria commence ses achats, mais elle taquine Sophia car elle a remarqué que cette dernière est tombée sous le charme de Takumi. De son côté, Takumi se rend à nouveau auprès de Nolin. Elle est contrariée qu'il ne lui ait apporté aucune offrande. Takumi lui demande alors des informations sur la lumière divine. Il pensait qu'il s'agissait d'une déesse, mais Nolin lui explique que ce n'est pas le cas, et qu'il le découvrira en temps voulu. Takumi lui pose aussi des questions sur les héros invoqués par Sidonia. Nolin lui révèle qu'elle avait envoyé quelqu'un un an avant l'invocation menée par Sidonia. Takumi veut en savoir plus, mais Nolin le met dehors pour éviter de répondre. Takumi fabrique ensuite des capes de dissimulation pour les filles, assorties à la sienne. Puis, il leur montre les plans d'une calèche qu'il veut construire. Mais Maria lui fait remarquer qu'il leur faut un cheval monstre pour la tirer. La ville de Bolton, surnommée la ville des aventuriers, borde la forêt de la mort, où vivent de nombreux monstres. Il pourrait y trouver un cheval dragon ou un cheval monstre. Takumi connaît déjà ces créatures, mais Sophia lui explique que ce qui différencie les chevaux dragons, ce sont leurs cornes et leur endurance. Soudain, un loup passe près d'eux sans les repérer grâce à leur cape. Mais Sophia enlève la sienne, car un bon combat est toujours un bon entraînement. Elle parvient à abattre un sanglier. Non loin, un arbre mort parfait pour fabriquer leur calèche attire leur attention, et chacun se met au travail. Maple, impatiente, trouve qu'il traîne trop et décide d'explorer les environs. Elle tombe sur un cheval dragon blessé. Elle tente de l'approcher pour l'aider, mais l'animal se méfie. Maple se reconnaît en lui. Mais soudain, l'agresseur du cheval dragon surgit pour attaquer Maple. Elle le neutralise, mais une armée entière de fourmis géantes les entoure. Maple tisse un bouclier magique autour d'eux, mais les fourmis commencent à le déchirer. Elle tente d'appeler Takumi par leur lien, mais ces mots ne lui parviennent pas, et Maple est effrayé. C'est finalement Takumi qui ouvre le bouclier. Il réalise que Maple l'a tissé si parfaitement qu'il bloque même la circulation du mana. Il a senti son lien avec elle s'affaiblir et s'est précipité pour l'aider. Mais le cheval dragon s'évanouit en activant son instinct d'autodéfense, empêchant Takumi de le soigner. De plus en plus de monstres approchent,
alors Takumi envoie Maple et le cheval dragon dans sa dimension de poche. Cependant, cette action lui demande énormément d'énergie et il perd connaissance. 12 heures plus tard, Takumi ne montre aucun signe de réveil. Sophia prend sa main et sent la circulation de son mana. Grâce à cela, elle parvient à contacter Maple et l'incite à sortir. Mais le changement brutal d'environnement pourrait effrayer le cheval dragon, alors Maple décide de le faire sortir en douceur. Pendant ce temps, Maria part chercher des herbes. Takumi ressent soudain une chaleur et se réveille. Il réalise que cette chaleur vient de Sophia, qui l'a tenue tout ce temps. Maria, amusée, apprécie cette évolution dans leur relation. Mais il est temps de s'occuper du cheval dragon. Takumi le soigne avec un sort de soin avancé et le prend comme compagnon. Puis, il cherche un nom. Maple a été nommé d'après une feuille, alors Takumi choisit Camélia, un arbre qui garde ses feuilles toute l'année. Tout le monde aime ce nom. Là-bas, dans la capitale royale, il y avait une petite esclave avec un bon talent pour l'alchimie. Elle était novice et aucun client ne voulait l'acheter, car il ne voulait pas perdre du temps à enseigner à une enfant. Elle avait une famille chez elle, un petit frère et une mère malade, c'est pourquoi elle avait choisi de devenir esclave pour dette afin d'envoyer de l'argent chez elle. Quant à Takumi, il travaillait trop dur, et les filles s'inquiétaient pour lui. Entre les commandes de production et divers autres travaux, Takumi n'avait pas du tout le temps de se reposer. Mais Takumi assurait qu'il allait bien. Il se rendit ensuite à la guilde, où un homme se plaignait d'avoir vu un monstre à plusieurs reprises. La réceptionniste montra alors un croquis à Takumi. Quoi qu'il en soit, Takumi était surtout venu pour enregistrer son nouveau cheval dragon comme animal de compagnie, et il s'avéra que c'était précisément ce monstre que tout le monde signalait depuis tout ce temps. Le maître de la guilde emmena alors Takumi pour obtenir des explications, tandis que Sophia se rendait chez Mulan. Sophia cherchait une esclave pouvant aider Takumi dans son travail de production. Cependant, Mulan n'avait à ce moment-là aucune esclave possédant des compétences en alchimie. Elle remarqua cependant que Sophia avait changé. Puis, Maria croisa Sophia, et elles discutèrent du fait que Takumi semblait très fatigué ces derniers temps. Les filles voulaient alléger son fardeau. Au cours de leur conversation, Sophia plaisanta un peu sur la cuisine, et même Maria remarqua que Sophia montrait désormais un côté plus doux. Par la suite, elles allèrent chercher Takumi à l'atelier du forgeron, mais il dormait comme une bûche. Cela montrait à quel point il était épuisé. À ce rythme-là, Takumi ne tiendrait pas longtemps. Peu après, la caravane de rêve fut achevée, mais les filles furent choquées par l'intérieur du véhicule. Takumi avait utilisé la magie spatiale pour agrandir l'espace intérieur, y ajoutant même des toilettes et une cuisine. C'était une réalisation incroyablement impossible, pour être honnête. Ils firent alors un essai de roulage à pleine vitesse, mais à l'intérieur, ils ne ressentirent aucun choc. Cependant, Takumi demanda à Maria si elle pouvait penser à des ajustements. Elle suggéra d'ajouter des lames à la caravane, la rendant ainsi utile en cas d'apocalypse zombie. Ils rencontrèrent ensuite le groupe du Croc du Lion, car Takumi les avait engagés pour l'accompagner jusqu'à la capitale, où ils demandaient à rencontrer le roi. Le marquis Bolton apparut également. Ils furent invités à découvrir le confort de la caravane. Papek, un négociant né, y vit un véritable trésor commercial et imagina immédiatement les profits qu'il pourrait tirer de la vente d'un tel véhicule. Il s'enthousiasma un peu trop, au point que Bolton dut le calmer. Cependant, Bolton lui aussi apprécia grandement la caravane. Il laissa entendre à Takumi qu'il la désirait vraiment et proposa même 100 pièces de platine pour l'acheter. Takumi fit un rapide calcul et réalisa qu'il venait de décrocher le jackpot. Bolton voyait en Takumi un grand avenir. Mais un immense talent attire aussi l'attention, en particulier celle de l'Empire de Sidonia. Dans ce royaume, on enseigne à la population que la déesse a d'abord créé les humains, puis seulement après les autres espèces comme les hommes-bêtes, elfes et nains, les plaçant ainsi en dessous des humains. Finalement, Takumi et son groupe arrivèrent sains et saufs à la capitale royale. Toutefois, Riel et son groupe se sentirent inutiles, car tous les monstres qu'ils auraient dû affronter avaient déjà été éliminés par Takumi et son équipe. Ils s'arrêtèrent dans un hôtel, où Papek suggéra à Takumi d'offrir la caravane au roi pour se faire bien voir et démontrer son talent. Il pourrait toujours en construire une nouvelle une fois rentré chez eux. Mais Takumi répondit qu'il pouvait en fabriquer une nouvelle en 5 jours, avant l'audience avec le roi. Concernant l'assistant, Sophia avait entendu parler de Burton, un marchand d'esclaves réputé et digne de confiance. Les filles insistèrent pour que Takumi achète un nouvel esclave afin de l'aider dans son travail de production. Takumi affirma qu'il allait bien, mais Sophia lui rappela qu'elle avait juré de le protéger. Elle ne pourrait rien faire s'il mourait d'épuisement. Face à cet argument, Takumi accepta. Les filles insistèrent alors pour qu'il prenne une femme comme assistante. C'est ainsi qu'ils se rendirent chez Burton tôt le matin et lui expliquèrent leurs critères. Même Burton avait déjà entendu parler de Takumi et de ses compétences, il savait donc qui choisir. Pendant ce temps, Maple annonça qu'elle voulait visiter le bâtiment et partit. Mais après cela, elle fut introuvable. Sophia savait que cela poserait problème et se mit immédiatement à sa recherche. C'est alors que Maple croisa une fille qui se figea de peur en apercevant un monstre. Sophia réprimanda Maple avant de rassurer la jeune fille. Celle-ci s'attacha instantanément à Sophia.
Sophia remarqua alors que la fille lisait un ancien livre d'alchimie. Après cela, Sophia ramena Maple, et Takumi annonça qu'ils avaient trouvé une fille avec des compétences magiques. C'était une renarde, et elle s'appelait Reva. Takumi lui parla de lui-même, mais Reva avait peur d'être rejetée encore une fois. Tous les autres clients l'avaient refusée, car elle n'était qu'une novice et ignorait beaucoup de choses. Cela avait brisé son moral. Mais Sophia révéla à Takumi que la fille lisait justement un livre sur l'alchimie. À la surprise générale, c'était le même livre que Takumi avait lu autrefois et adoré. Les deux rats de bibliothèque s'entendirent aussitôt. Reva oublia un instant ses craintes. Ensuite, Takumi lui donna une formule à analyser. Reva comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une recette de sucrerie, mais quelque chose lui semblait différent. Elle paniqua, car elle voulait absolument comprendre avant d'être rejetée encore une fois. Elle savait toutefois qu'elle ignorait la réponse, car dans sa région, ils utilisaient du miel au lieu de la crème. Mais Takumi la choisit malgré tout et l'invita à le rejoindre. Il savait que chaque région utilise des ingrédients différents, et il voulait seulement voir si elle comprenait le principe. Reva fut reconnaissante, mais demanda à ce que son salaire soit envoyé chez elle. Cependant, si elle envoyait tout son salaire, elle ne pourrait jamais se libérer de son contrat d'esclave. Mais elle voulait un avenir meilleur pour son petit frère et soigner sa mère. Alors, Sophia lui dit qu'une fois qu'elle aurait appris tout ce qu'il fallait, elle pourrait gagner sa vie toute seule. Après cela, Maria et Maple accueillirent chaleureusement Reva, qui vit qu'ils étaient tous des gens bien. Mais pendant ce temps, le roi de Sidonia apprit que le roi de Barcula avait refusé de leur livrer Takumi. La princesse suggéra alors d'attendre l'invocation des héros, puis de répandre la rumeur selon laquelle le roi de Barcula manquait de respect à un élu de la lumière afin de manipuler l'église. Quelle sournoiserie! Comme le protagoniste est tellement cheaté, il vient de fabriquer la structure de son carrosse avec un alliage d'adamantium comme si de rien n'était. Bien sûr, il en profite pour enseigner quelques notions à Reva et lui assure que, tôt ou tard, elle sera capable de réaliser quelque chose d'aussi complexe. Le jour de l'audience, un vieil homme demande au protagoniste si ce carrosse lui appartient. Takumi répond que c'est un cadeau pour le roi, mais il s'avère rapidement que ce vieillard est en réalité le roi lui-même, nommé Lobo. Le protagoniste ne s'y attendait pas du tout. Quant à ces deux-là, ils étaient morts de peur à l'idée de rencontrer le roi dans la salle d'audience. Lobo explique qu'il voulait voir le célèbre alchimiste et le remercier sans trop de formalité, car il n'aime pas ce genre de choses. Il le remercie donc personnellement pour avoir résolu le problème des égouts. Takumi pense qu'un roi ne devrait pas s'incliner devant lui, mais Lobo estime qu'il devrait organiser un banquet en son honneur, lui offrir de l'argent, voire même un titre. Ce serait évidemment une excellente récompense, mais cela lui attirerait aussi des ennuis inutiles. Takumi le remercie, soulagé de voir que le roi est une bonne personne et qu'il cherche à le protéger des griffes de Sidonia. Plus tard, on apprend que le roi lui a finalement donné une récompense pour ses artefacts liés aux égouts, puis il a quitté le château. Le roi et ses sujets sont un peu déçus, car les objets créés par Takumi sont incroyables. Pouvoir les exporter serait un immense atout, mais cela exposerait encore plus Takumi et la divine lumière ne resteraient pas les bras croisés. Lorsque notre groupe rentre chez lui, Takumi achète enfin la maison qu'il louait jusqu'à présent. C'est désormais officiellement son nouveau foyer, ainsi que celui de ses compagnes. Lorsqu'ils sont attablés, Takumi est choqué d'apprendre que Maria et Sophia ne veulent pas de salaire, elles se contenteraient d'une petite allocation, affirmant qu'il en a déjà fait bien assez pour elles. Takumi comprend, mais trouve tout de même cela insensé, car elles auront sûrement besoin d'argent une fois leur contrat avec lui terminé. Sophia avoue qu'elle est prête à rester à ses côtés pour le restant de sa vie, si c'est ce qu'il souhaite. Maria partage le même avis. Pendant ce temps, dans l'empire de Sidonia, la princesse examine un artefact utilisé dans les égouts de Bolton. Son espion affirme s'être infiltré à Bakilatos et en avoir volé un. La princesse est furieuse, car il semble que les responsables ne craignent pas la colère d'Anat. L'espion rapporte que certains, au sein de la divine lumière, pensent qu'il faudrait agir. Elisabeth est d'accord, il faut régler le problème à la source. Revenons à notre protagoniste. Reva lui annonce qu'elle veut s'inscrire à la guilde des aventuriers. Elle souhaite devenir une aventurière, comme Sophia et Maria, et elle veut être utile à Takumi. Pour cela, elle doit améliorer ses statistiques et sa puissance magique. Takumi n'y voit pas d'inconvénient. Peu après, on les retrouve à la guilde, où on se remet à Reva sa carte d'aventurière. Elle est ravie, d'autant plus qu'une partie de ses gains sera envoyée à sa famille. On suggère alors à Takumi de choisir un nom pour leur groupe. Après tout, à l'exception de Reva, ils sont tous de rang B ou supérieur, et ils sont considérés comme les meilleurs de la guilde. Takumi hésite, car son but n'est pas de devenir aventurier, et il ne se sent pas légitime pour porter ce titre. C'est alors que Barak fait son apparition, affirmant que s'il doute tant, il va l'entraîner lui-même. Plus tard, alors que Barak lui ordonne de choisir un nom, Takumi propose des idées absurdes, toutes inspirées des toilettes. Reva ne sait plus quoi penser. Il finit par demander de l'aide aux filles. Maria suggère Takumi et ses servantes, mais il sait que Barak exploserait de rage en entendant ça. Reva propose l'aventurier alchimiste, l'escorte, la maîtresse de maison et l'apprenti alchimiste,
mais Takumi trouve ce nom trop long et inutilement descriptif. Maria, stressée à l'idée de ne pas pouvoir choisir un nom en rapport avec les toilettes, commence à paniquer. Sofia, elle, est furieuse contre Barak, car il a mis son maître dans un sale état. Elle décide d'aller l'éliminer, mais Takumi la retient, expliquant que ce n'était qu'un entraînement et que, grâce à cela, il a pu améliorer plusieurs de ses compétences. Dans l'Empire de Sidonia, 10 mois après, on assiste à un entraînement entre deux personnages. L'un critique le style de combat de l'autre, ce qui pousse Akira à lui proposer de sortir ensemble plutôt que de se plaindre. Il refuse, évoquant une esclave et son regard triste. Agacée, Akane s'en va. Elle étudie la religion de cet empire et découvre que la divine lumière prône la suprématie humaine. Pourtant, un marchand lui a parlé d'une autre doctrine, le créationnisme, qui affirme que toutes les races sont les enfants de Noline. Akane ne comprend toujours pas pourquoi elle et les autres ont été invoqués, ni ce qu'ils sont censés accomplir au nom de la paix. De retour auprès de notre protagoniste, Takumi offre à Reva une bague d'activation magique et un bâton, fabriqués avec les meilleurs matériaux, comme toujours. Il réalise alors qu'il n'a encore rien donné à Maple. Il lui offre donc un objet qui, en théorie, ne l'empêche pas d'utiliser son fil de soie, mais dont la véritable utilité lui échappe encore. Pendant ce temps, Barak attend toujours que Takumi choisisse un nom. L'elfe conseille à Takumi d'être plus attentif à ses mouvements, car Barak exploite ses faiblesses pour le vaincre. Étonnamment, elle semble désormais approuver ses entraînements. Plus tard, alors que Takumi est totalement épuisé, Hans lui propose une mission d'escorte. Barak approuve, car s'il l'accomplit, Takumi pourra monter en grade. La mission consiste à escorter Thomas jusqu'à la ville de Kilbus, ce qui prendra 4 jours aller-retour avec son carrosse. Takumi préférerait que la mission soit confiée à Croc de Lion, mais Hans explique que ce groupe est déjà parti en mission. Toutes les filles souhaitent accepter la mission, alors Takumi finit par céder. Avant de partir, Hans lui rappelle qu'il devra avoir choisi un nom à son retour. Sur la route, Thomas évoque la présence de lait et de fromage dans ce monde, ce qui enthousiasme Takumi, nostalgique des produits de son monde d'origine. À Kilbus, il goûte une soupe à base de lait et sont conquis. Takumi décide alors d'acheter du lait et du fromage avant de rentrer. Le soir, lors du dîner, il apprend que le riz existe bel et bien, mais qu'il est rare. Il est frustré de ne pas l'avoir su plus tôt. Sofia lui demande pourquoi cela lui tient tant à cœur. Il répond qu'il est simplement nostalgique. Elle, en revanche, ne ressent aucune nostalgie pour son passé. Avant, elle se sentait prisonnière, mais grâce à lui, elle a l'impression d'avoir des ailes et d'être libre. Maria et les autres pensent de même. Inspiré, Takumi propose alors les ailes de Noline comme nom pour leur groupe, estimant qu'ils se donnent tous des ailes mutuellement. Tout le monde approuve. 2 jours plus tard, alors qu'ils rentrent, ils sont attaqués par des assaillants masqués utilisant un brouillard paralysant. Grâce à Maple, Takumi échappe aux effets et soigne ses compagnes. Il explique qu'il a résisté grâce à son immunité au poison et à la paralysie. Maple informe qu'elle a capturé plusieurs assaillants. Sofia suggère de faire appel à la guilde des aventuriers. Peu après, Barak envoie des hommes pour emmener les captifs et conseille à Takumi d'avertir le seigneur de la ville. Takumi lui demande si c'est grave. Barak lui répond que oui, c'est un très gros problème. Le protagoniste apprend que ceux qui ont attaqué sa maison la veille faisaient partie de l'escadron divin, une unité chargée d'exécuter ceux qui ne suivent pas la lumière divine. En d'autres termes, ce sont des fanatiques au plus haut degré, envoyés par l'Empire de Sidonia. Il semblerait que l'attaque ait été motivée par les artefacts purificateurs du protagoniste. Avant que celui-ci n'invente son système de toilettes si particulier, Sidonia envoyait des prêtres pour utiliser la magie dans le réseau d'égouts, ce qui leur rapportait beaucoup d'argent. En clair, Takumi leur a fait perdre une source de revenus considérable. Il se demande alors s'il ne devrait pas fuir dans un autre royaume pour se cacher jusqu'à ce que la situation se calme, mais Godwin lui conseille de rester à Bolton, où il sera le plus en sécurité. La ville va renforcer la sécurité et surveiller les entrées. Barak, quant à lui, réfléchit à la meilleure manière de protéger Takumi pendant ses missions. Ce dernier envisage d'arrêter temporairement son activité d'aventurier, mais Barak refuse catégoriquement, affirmant que son groupe est l'un des meilleurs de la ville. Il ne veut pas le perdre. Sofia promet même de le protéger au péril de sa vie, tandis que Barak s'engage à continuer de l'entraîner pour qu'il devienne encore plus fort. Arrivé à la guilde, Takumi enregistre un nouveau nom pour son groupe. Hans lui apprend alors que la nouvelle de l'attaque contre sa maison s'est déjà répandue, et qu'une prime aurait été placée sur sa tête. Il lui recommande de rester prudent, car certains aventuriers seraient prêts à tout pour de l'argent. De retour chez lui, pendant le dîner, Takumi s'excuse auprès de toutes ses camarades, leur expliquant qu'en devenant la cible de personnes malveillantes, il les a mises en danger. Cependant, elle le rassure, il n'a aucune raison de se sentir coupable. La dernière attaque les a prises par surprise, mais elles promettent d'être prêtes la prochaine fois pour donner une bonne leçon aux assaillants. Takumi décide d'installer un artefact de barrière autour de sa maison, empêchant quiconque d'entrer sans y être autorisé. Mais un problème demeure, que faire lorsqu'il part en mission? L'elfe propose d'engager un attaquant ou un tank, mais les filles insistent sur le fait qu'elles ne veulent pas d'un homme.
Sofia suggère alors de discuter avec Mulan, car il est difficile de trouver des aventuriers fiables, surtout parmi ceux qui préfèrent travailler en solo. Takumi accepte le conseil et décide d'agir avec prudence. Plus tard, alors que tout le monde dort, Takumi reste éveillé dans son atelier, occupé à fabriquer quelque chose d'important pour l'avenir. Le lendemain, Sofia lui demande de la laisser travailler avec lui, car elle souhaite étudier ses artefacts, convaincue qu'ils lui seront utiles à l'avenir. Takumi accepte et lui demande de graver un cercle magique sur une plaque de métal. Alors qu'il progresse, Sofia remarque qu'il a l'air fatigué. Il avoue être resté debout très tard en réfléchissant à sa prochaine action. Pendant ce temps, Maple et Camélia s'entraînent en combattant une poupée de soie créée par la petite araignée. Reva, de son côté, se souvient que les golems sont fabriqués grâce à l'alchimie. Takumi confirme, mais explique que le noyau de contrôle est très complexe à réaliser et qu'il ne se sent pas encore prêt à expérimenter avec. Reva estime qu'un golem serait parfait comme attaquant ou tank, mais Takumi préfère d'abord achever la configuration de sa barrière. Fait surprenant, en terminant cette tâche, il atteint le niveau maximal en contrôle magique et débloque une nouvelle compétence, la gestion formulatoire. Et par un heureux hasard, c'est justement ce dont il avait besoin pour commencer à créer un golem. Pendant ce temps, à l'Empire de Sidonia, le roi apprend que l'escadron divin a été capturé. Normalement, ils auraient dû se suicider pour éviter toute fuite d'informations, mais il semblerait qu'une magie contractuelle les en ait empêchés, ce qui pose un sérieux problème. La princesse conseille alors à son père d'oublier Bolton pour un temps et de se concentrer sur leur objectif principal. Un mystérieux homme encapuchonné, Homer, annonce que leur invocation pourra être réalisée dans 2 à 3 mois. De son côté, Takumi essaie de fabriquer un golem, mais la tâche s'avère extrêmement difficile. Maple lui demande pourquoi il y tient tant, et il explique qu'avec un golem pour surveiller sa maison, il se sentirait bien plus en sécurité. Cependant, pour perfectionner sa nouvelle compétence, il doit encore monter en niveau. Maple lui suggère alors une autre approche, plutôt que d'en créer un, pourquoi ne pas en apprivoiser un? Takumi n'y avait pas pensé, mais l'idée lui plaît. L'elfe lui apprend que des golems de pierre apparaissent parfois à l'ouest de la forêt de la mort et que des golems de fer se trouvent dans un ancien donjon. Takumi est particulièrement intrigué par cette dernière option, n'ayant jamais visité de donjon auparavant. Il se met en tête de dompter un golem de fer, mais Sofia lui rappelle qu'entrer dans un donjon sans tank ni attaquant serait extrêmement risqué. Malgré tout, on les retrouve un peu plus tard dans la plaine à l'ouest de la forêt, là où ils avaient affronté des Tranks quelques épisodes auparavant. Rapidement, ils tombent sur un golem de fer d'environ 3 mètres de haut. Une excellente opportunité. Pour le vaincre, il faudrait frapper son noyau de contrôle au centre, mais cela entraînerait sa destruction. Le protagoniste ne veut pas mettre fin à la vie du golem, mais celui-ci se retourne soudainement vers eux, semant la terreur parmi le groupe. L'elfe préférerait abandonner cette créature, mais Takumi pense que plus un golem est puissant, plus il serait utile en tant qu'allié. Il décide donc de s'en approcher, forçant les autres à le couvrir. Étrangement, le golem ne l'attaque pas et Takumi commence à ressentir un lien entre eux. Il s'avance encore, et au lieu d'un sentiment de menace, il ressent une certaine connexion. Il en vient à penser que le golem protège peut-être des ruines en lien avec Nolin. Soudainement, la créature réagit à la bénédiction divine de la déesse, et comme un miracle, Takumi parvient à le dompter. Cet événement inattendu laisse les filles perplexes. Maintenant, il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Étant donné son apparence, il décide de l'appeler Titan, en référence à la mythologie grecque. Les filles accueillent le nouveau compagnon, qui semble étonnamment amical. Takumi souhaite l'emmener chez lui, mais l'elfe l'avertit qu'entrer en ville avec un golem de cette taille provoquerait un scandale. Contre toute attente, Titan commence à se reconfigurer et adopte une nouvelle apparence. Désormais, Takumi réfléchit à un moyen de lui permettre de parler. Pendant ce temps, à Sidonia, plusieurs mois après les événements vécus par Takumi, Akane observe Akira et Yamato, qui se comportent comme des êtres supérieurs, affichant leur arrogance et profitant de leurs privilèges de héros. Cette attitude offusque Akane, qui ne comprend pas comment ils peuvent être aussi odieux. Revenons à Takumi. Il est en train de concevoir un nouveau corps pour Titan, mais avant d'aller plus loin, il décide de régler une affaire importante. Il annonce aux filles que la situation devient de plus en plus dangereuse et, pour leur sécurité, il préfère annuler leur contrat. Il leur conseille de s'éloigner de lui avant qu'elles ne soient impliquées dans quelque chose de plus grave. Sofia, choquée, lui demande depuis combien de temps il réfléchit à cela, et il avoue y avoir pensé juste après l'attaque. Il insiste sur le fait qu'il fait cela pour leur bien et qu'il ne veut pas qu'elles risquent leur vie pour lui. D'autant plus que Titan est maintenant là pour le protéger, et que Camélia et Maple, étant ses familières, resteront à ses côtés. Pour assurer leur avenir, Takumi propose de leur donner assez d'argent pour qu'elles n'aient plus jamais à s'inquiéter. Cependant, aucune des filles n'accepte cette décision. Maria, furieuse, lui lance un défi, s'il veut annuler leur contrat, il devra d'abord la vaincre en combat. Elle ne comprend pas pourquoi il agit toujours en mettant leur bien-être avant le sien et estime qu'il est égoïste de vouloir les écarter ainsi. Pour elle, s'il tient vraiment à elle, il devrait faire l'inverse,
leur permettre de rester ensemble et affronter les épreuves en groupe. Elle lui rappelle qu'ils sont censés être les ailes de Nolin, et que s'ils se séparent, personne ne pourra voler. Ces mots touchent profondément Takumi. L'elfe tente de calmer Maria, mais lui-même se rend compte à quel point ses paroles ont été blessantes. Il s'excuse sincèrement et leur demande si elle souhaite toujours rester à ses côtés. Sophia lui répond qu'elle lui est dévouée corps et âme et qu'elle passera sa vie à ses côtés. Les autres filles partagent le même avis. Finalement, la dissolution du groupe n'aura duré que 2 minutes. Pendant ce temps, Titan a bien évolué. Grâce à l'intervention de Takumi, il est devenu un véritable Transformer, doté d'une nouvelle apparence et même capable de parler. Takumi explique que Titan possède une structure en adamantine, une armure en mithril, une masse et un bouclier comme arme, ainsi qu'une version agrandie qui le transforme en une machine de guerre redoutable. Il est absolument ravi de cette transformation. De son côté, Nolin observe tout cela, incrédule devant l'enthousiasme débordant de Takumi. Mais une nouvelle alarmante survient, des signes de l'existence d'Anat commencent à apparaître. Cela intrigue Nolin, car Anat est censé ne pas exister. Une femme mentionne que cela pourrait être dû à l'influence de la foi en la lumière divine. Pire encore, cette entité pourrait devenir un esprit malveillant et provoquer une guerre imminente. Nolin n'est pas surpris par cette perspective, mais étant limité dans ses interventions, il compte sur les actions qu'il a déjà mises en place. Et c'est là que Takumi entre en jeu, tout dépendra de lui. 1 an plus tard, nous voyons de nombreux villageois contraints de quitter leur foyer, accusant les nobles d'être partis vers d'autres terres en les abandonnant sans argent. Parmi la foule, une jeune fille bête observe la scène, bouleversée, se demandant pourquoi elle est venue dans ce monde et se remémorant une certaine tombe. Pendant ce temps, Godwyn réunit un conseil pour discuter de la situation des villageois abandonnés par leur seigneur. Il cherche un moyen de les accueillir, mais le problème est que leur nombre dépasse le millier. Il faut donc un terrain de grande taille pour les reloger. Or, la seule région adaptée est envahie par des monstres. La seule solution est donc de nettoyer entièrement cette zone. D'un autre côté, notre groupe d'aventuriers s'aventure dans un donjon classé comme l'un des plus difficiles, la forêt du roi des bêtes, de rang A. Étrangement, bien qu'il soit souterrain, ce donjon possède un ciel et une vaste forêt. Les monstres y sont plus puissants, mais cela ne représente pas un problème pour notre groupe, qui parvient à atteindre la fin en une seule journée. Cependant, en chemin, Takumi marche accidentellement sur un piège, forçant tout le groupe à fuir désespérément pour éviter d'être écrasé. En s'échappant, ils finissent par emprunter un couloir différent, où ils tombent face à un immense dragon de terre de rang S. Takumi ordonne à Maple et Titan de l'immobiliser pendant que lui et les filles combinent leurs attaques pour infliger de lourds dégâts aux monstres. Titan rejoint ensuite l'attaque, mais cela ne suffit pas. Sophia informe alors Takumi que le point faible du dragon se trouve sur son flanc. En invoquant Camélia, Takumi frappe cet endroit précis avant de lui lancer son épée dans la bouche, désintégrant la créature. De retour en ville, Godwyn rassemble le groupe et leur parle des terres vierges du sud, infestées de monstres, ce qui empêche toute colonisation. Aucun royaume ne s'y est intéressé, et dans le passé, le royaume de Toralia a tenté de les conquérir sans succès, ce qui a contribué à son déclin. Pourtant, ces terres regorgent de gisements d'adamantite et de mithril. Godwyn en vient alors au fait et demande à Takumi s'il pourrait bâtir un village dans cette région. Takumi est sous le choc, mais Godwyn insiste, car il sait de quoi il est capable. Après tout, il a construit un mur incroyablement solide en quelques heures à Bolton. Sophia intervient pour rappeler la situation actuelle de Takumi, mais Godwyn explique qu'il en est conscient et qu'il s'en veut de lui demander une telle chose. Takumi calme Sophia et, après avoir écouté l'histoire d'un village abandonné à cause de nobles corrompus, il accepte la mission. Il ne peut pas laisser autant de personnes sans abri, surtout après avoir lui-même connu cette situation. C'est une manière de rendre l'appareil. Sans perdre un instant, Takumi utilise sa magie pour construire une route pavée en quelques secondes. Ensuite, il érige un mur fortifié, creuse un fossé défensif et bâtit une véritable forteresse. Des canaux sont creusés, les arbres abattus, les monstres éliminés. En peu de temps, le chantier prend des allures de ville. Takumi envoie alors Sophia à Bolton pour prévenir les villageois qu'ils peuvent venir s'installer. À leur arrivée, ils n'en reviennent pas, il n'a fallu que 10 jours pour préparer un endroit capable d'accueillir plus de 1000 personnes. Les chariots se mettent en route, transportant les réfugiés, dont la jeune fille bête. Certains murmurent qu'ils sont envoyés là pour combattre les monstres, mais lorsqu'ils arrivent et voient les gigantesques murailles, ils sont stupéfaits. Takumi les accueille, et un chevalier lui demande ce que sont ces constructions. Takumi explique que les murailles protègent contre les monstres, le château est destiné aux futurs dirigeants, et les maisons aux habitants. Le chevalier réagit en affirmant qu'il ne s'agit pas d'un simple village, mais bien d'une véritable ville, avec un château en prime. Sophia s'approche de la jeune fille bête et lui demande si elle est seule. Elle révèle alors qu'elle a perdu son mari dans le dernier village. Comprenant que travailler seule serait difficile, Sophia lui propose un emploi, s'occuper des besoins de Takumi. La jeune femme mal interprète ses paroles, tout comme Sophia, avant que celle-ci ne précise qu'elle cherche simplement quelqu'un pour cuisiner. La jeune fille accepte,
et Sophia promet de revenir la chercher plus tard pour dîner avec Takumi. Plus tard, Takumi rencontre Mani et lui fait savoir qu'il serait ravi qu'elle s'occupe des tâches ménagères. Cependant, en l'écoutant, Mani se souvient des rumeurs entendues en chemin. Elle refuse alors l'offre, craignant que cette ville ne devienne un autre lieu de souffrance. Elle confie qu'elle ne peut faire confiance à personne, car son défunt mari est mort d'épuisement sous le joug de nobles sans scrupules. Sophia tente de la rassurer en expliquant que Takumi est différent, mais celui-ci l'arrête et préfère abandonner le sujet. Mani s'en va, décidé à quitter cet endroit. Étant donné la réponse qu'il a donnée, il est maintenant une cible. Elle pense qu'elle lui a peut-être dit cela simplement pour se défouler, car elle est frustrée de ne rien pouvoir faire et a fini par passer sa colère sur Takumi. Le problème, c'est que cette idiote quitte la ville, alors qu'à l'extérieur, des monstres pullulent. C'est à ce moment-là que Maple avertit Takumi qu'une horde de monstres s'approche de la ville. Sans perdre de temps, ils rejoignent le chevalier, et Takumi lui ordonne de lever les ponts et de fermer les portes. Il leur demande également de mettre les citoyens en sécurité pendant que lui et son groupe empêcheront les monstres d'entrer. De son côté, Mani tente désespérément de revenir en ville, mais le pont est déjà levé. Des villageois signalent qu'ils ne l'ont pas vu. Takumi refuse de laisser quiconque se blesser, alors lui et son groupe montent sur Titan et partent à sa recherche. Pendant ce temps, Mani est sur le point d'être dévorée. Résignée, elle accepte son sort, persuadée qu'elle est née pour mourir. Mais Takumi intervient pendant que ses compagnons éliminent tous les monstres, sécurisant ainsi la zone. Mani remarque alors que Takumi est blessé, mais il la rassure et lui dit de ne pas s'inquiéter. Malgré tout, elle le soigne rapidement, car il s'est blessé en la sauvant, et finit par s'excuser. Takumi lui répond que l'important est qu'elle aille bien, car il refuse que quiconque parmi les villageois soit blessé. En entendant cela, Mani réalise que Takumi est différent de tous les hommes qu'elle a connus. Gênée, elle lui demande si son offre d'emploi tient toujours. Takumi accepte, et les filles lui souhaitent aussitôt la bienvenue. Pendant ce temps, Godwin est informé de la situation et demande au chevalier s'il pense que la ville pourrait être utilisée comme un point stratégique. Dans un autre endroit, à Sidonia, une nouvelle se répand rapidement. Un jour auparavant, une ville fortifiée est apparue de nulle part à l'endroit où se trouvait autrefois une zone infestée de monstres. Les chevaliers présents sur place ont été envoyés depuis Bolton, ce qui laisse supposer qu'un certain alchimiste pourrait être impliqué. Elizabeth annonce que Sidonia ne laissera pas cette situation perdurer et finira par dominer tout le continent. De son côté, Takumi réfléchit à élargir les routes pour faciliter le commerce. Mani arrive en courant, apportant de la nourriture, mais au même moment, une onde magique oppressante se répand sur tout le continent. Les compagnons la ressentent, et Takumi se remémore les paroles de Noline. Un an s'est écoulé depuis son arrivée dans ce monde, ce qui signifie que l'heure est venue. Après un certain temps, la déesse Noline observe que les héros Yamato, Akira et Akane ont atteint le rang A en tant qu'aventuriers, accomplissant cet exploit en seulement 3 mois depuis leur invocation à Sidonia. La princesse Elisabeth de Sidonia, consciente de cet accomplissement, annonce qu'il est temps pour eux de se présenter officiellement aux autres royaumes. Cependant, les héros expriment leur mécontentement concernant le retard, estimant qu'ils auraient dû être introduits plus tôt en tant que sauveurs du monde. Elisabeth, avec sagesse, leur explique que ce délai était nécessaire pour les protéger, afin qu'ils ne soient pas tués prématurément. Akira remarque qu'Akane semble préoccupé et, curieux, lui demande ce qui ne va pas. Akane, adoptant une attitude plus positive, répond qu'elle est enthousiasmée à l'idée de voyager en tant que héroïne et accepte avec joie de les accompagner. Parallèlement, le royaume que Takumi a entrepris de bâtir prend forme progressivement. Les routes sont ouvertes pour les commerçants, tandis que les forgerons trouvent du travail, et les femmes cultivent la terre, donnant à l'endroit l'apparence d'un village en plein essor. Dans la forêt, Sophia chasse des monstres et, par hasard, rencontre Maple, qui est accompagnée d'une créature inconnue. Sophia reconnaît la créature comme étant un lézard des mers, ce qui suscite son étonnement, car une telle créature n'est pas censée se trouver dans cette région. Elle retourne immédiatement au village pour rapporter la situation. En observant de plus près, Sophia remarque une diversité croissante de monstres dans la région, ce qui l'amène à conclure que les créatures des territoires voisins se déplacent peu à peu vers leur région. Takumi, intriguée, se demande ce qui cause ce phénomène. Bien qu'elle n'ait pas encore de preuves concrètes, Sophia émet l'hypothèse que la fluctuation de mana, ressentie il y a 3 mois, pourrait être liée à ce phénomène, notamment son impact sur les monstres. Takumi, après avoir entendu cette hypothèse, se souvient de ce qu'il a appris de Noline et en déduit que le rituel d'invocation des héros pourrait être la cause de ces événements. Plus tard, le chef des chevaliers se rend auprès de Takumi pour l'informer qu'il a reçu une mission de baraque. Takumi lui demande si quelque chose d'inhabituel s'est produit à Bolton, mais le chef répond qu'il n'y a rien d'anormal. Bien qu'une rumeur ait commencé à circuler dans le royaume, les héros seraient enfin arrivés au Saint-Empire de Sidonia. En entendant cette nouvelle, Takumi et les filles rentrent chez eux, se questionnant sur la raison pour laquelle les héros sont apparus précisément dans le Saint-Empire de Sidonia. Maria estime qu'il s'agit d'un signe positif, suggérant que la déesse a invoqué les héros pour corriger les politiques erronées de Sidonia. Cette nuit-là,
Takumi, perdu dans ses pensées, réfléchit à cette étrange coïncidence. Selon lui, l'apparition des héros à Sidonia ne peut pas être un simple hasard. Après tout, ce sont les habitants de Sidonia eux-mêmes qui ont utilisé une magie interdite pour invoquer ces héros, sans l'intervention divine. Le lendemain, le roi de Sidonia souhaite un bon voyage aux héros. Cependant, avant leur départ, Yamato maltraite une esclave nommée Lulu. Akane intervient et précise que Lulu est son assistante, mais Yamato reste indifférent et insinue que Lulu n'est qu'une simple esclave. Akira critique ensuite Akane, l'accusant d'être trop gentille. Akane, pour sa part, l'ignore et s'éloigne tranquillement avec Lulu. Plus tard, Takumi arrive à Bolton, où Hans lui fait part de la présence des 3 héros. Dès qu'il entend leur description physique, Takumi réalise qu'ils sont japonais, tout comme lui. Après avoir discuté avec Hans, il apprend que la compagnie Papek a demandé à son groupe d'escorter un convoi jusqu'à la capitale royale. Mani, en entendant la nouvelle, exprime son désir de les accompagner, car elle se sentirait trop seule au manoir si tout le monde partait. Maria est d'accord avec elle, soulignant qu'il serait ennuyeux de rester seule. Sophia, de son côté, soutient Mani, affirmant qu'elle comprend parfaitement ses sentiments. Pris par ses arguments, Takumi hésite, mais lorsque Mani le supplie du regard, il se trouve dans une situation délicate. Finalement, il accepte de l'emmener, tout en précisant qu'elle devra travailler avec Maria. Avant cela, elle doit s'enregistrer à la guilde. Pendant ce temps, les héros voyagent en calèche, et Akira commence à se plaindre des secousses du véhicule. Yamato lui explique qu'il existe des chariots à suspension à Barcula et Romalia et que le groupe aurait dû en utiliser un. Profitant de leur statut de héros, Akira propose d'emmener avec eux des elfes de Barcula, bien que cette pratique soit interdite dans le royaume. Cependant, convaincu que leur statut d'héros justifie une exception, il persiste dans sa proposition. Alors qu'il continue à transgresser les règles, Akane, de son côté, pense qu'elle pourrait utiliser cette expédition pour améliorer les choses. Elle ressent que quelque chose, dans la capitale royale de Barcula, pourrait l'aider à résoudre la situation. Elle suppose que cette intuition provient de son pouvoir de révélation, qui essaie de lui signaler quelque chose d'important. Pendant ce temps, Mani est amenée à la guilde royale de Bakilatos, où elle s'enregistre comme aventurière de Randé. Au milieu de l'enregistrement, les héros font irruption dans la guilde, exigeant que tout le monde s'écarte sur leur passage. Un aventurier s'approche et leur demande s'ils sont nouveaux, car il ne les a jamais vus auparavant. En réponse, Akira lui assène un violent coup de poing, justifiant son acte en disant que l'aventurier gênait son passage. Les héros aperçoivent ensuite Sophia au loin et sont immédiatement fascinés par sa beauté. Akira, dans un élan impulsif, propose d'acheter Sophia, mais Takumi refuse catégoriquement. En réaction à ce rejet, Yamato tente d'user de la force pour capturer les jeunes femmes. Akane tente d'arrêter ses compagnons mais les deux individus insistent toujours sur leur offre. Cependant, Sophia refuse catégoriquement de les suivre, affirmant qu'elle ne compte pas abandonner son maître. Takumi leur demande une dernière fois de partir, mais voyant qu'ils ne comptent pas négocier, Akira dégaine son épée pour attaquer. Takumi la brise avec une facilité déconcertante. Yamato tente alors de lui asséner un coup de poing, mais Takumi part et lui applique une clé de bras. Humilié, Akira menace Takumi en affirmant qu'il regrettera d'avoir défié les héros de Sidonia. Toutefois, Takumi leur rappelle qu'attaquer un membre de la guilde des aventuriers est une faute grave. Finalement, les héros quittent la guilde. Peu après, Akane s'excuse auprès de Takumi pour le comportement de ses collègues. En discutant avec lui, Akane découvre qu'il est l'envoyé de la déesse et s'enthousiasme. Pour éviter qu'elle ne parle trop, Takumi lui couvre la bouche, puis l'informe qu'il logera à l'hôtel Lakeside. Retrouvant ses compagnes, Takumi leur annonce sa rencontre avec les héros. Intriguée, Reva pose des questions, mais Sophia brise rapidement ses attentes en décrivant ces derniers comme des personnes grossières et indignes du titre de héros. Elle mentionne cependant que Akane semblait être une personne plus correcte. Pendant ce temps, Akane se dirige vers l'hôtel de Takumi mais est poursuivi par un garde. Heureusement, Sophia l'intercepte et l'emmène en sécurité à l'hôtel sans éveiller de soupçons. Sur place, Akane interroge directement Takumi pour savoir s'il est un japonais transporté dans un autre monde, ce qu'il confirme. Il révèle également être là sur ordre de la déesse Noline. Les filles croient immédiatement son histoire, surprenant Takumi par leur confiance aveugle. Takumi avoue alors qu'il souhaitait vivre paisiblement comme producteur dans ce monde, mais l'invocation des héros de Sidonia l'a plongé dans un problème trop grave pour être ignoré. Selon lui, Sidonia prévoit une guerre contre le monde entier. Bien que les héros soient à leur côté, il doute qu'ils puissent mener une guerre seuls. Akane ajoute que les héros seront probablement manipulés pour rallier des masses de fidèles à l'église de la lumière divine. Elle s'excuse d'avoir impliqué Takumi dans cette situation, mais ce dernier lui rappelle qu'elle aussi a été invoquée contre son gré. Il propose alors de se concentrer uniquement sur les héros. Takumi ne comprend pas pourquoi ils agissent ainsi, et Akane se souvient qu'ils étaient différents au début. Leurs personnalités ont changé de façon étrange, et elle soupçonne Sidonia d'être responsable. N'ayant jamais eu confiance en eux, elle avoue avoir lancé des sorts de purification sur toute nourriture ou boisson qu'on lui offrait.
Cela pousse Takumi à penser que les héros ont subi un lavage de cerveau par l'alimentation. Soudain, Akane s'agenouille devant Takumi et le supplie de les sauver, sa servante Lulu et elle-même. Émue par son désespoir, Takumi lui demande de se relever et brise le sort qui asservissait Lulu, lui rendant ainsi sa liberté. Il propose ensuite d'héberger les deux filles dans son manoir à Bolton, malgré les risques que cela implique. À leur arrivée, elle prépare un plat japonais, ce qui apaise Akane. Le soir venu, Takumi réunit ses compagnons et leur annonce qu'il ne peut plus les garder à ses côtés. Il insiste sur le danger croissant et décide de rompre leur contrat, considérant désormais toutes comme sa famille et non comme ses servantes. C'est alors qu'il reçoit un message urgent de la guilde, convoquant tout le monde immédiatement. L'affaire devient sérieuse, et la suite promet d'être mouvementée avec ses héros manipulés. À son arrivée au sein de la guilde, le protagoniste tombe sur Croc du Lion et leur demande ce qui s'est passé à Wedgeford. Barak lui explique qu'une horde de monstres approche et que la présence d'humains dans la ville a probablement fini par les attirer. La situation est critique, car la plupart des groupes d'aventuriers de haut rang sont partis en mission. Hans précise qu'il ne reste que 3 groupes disponibles, mais qu'il compte parmi les meilleurs de la guilde. Le seul groupe manquant est Rose Écarlate, composé exclusivement de femmes et dirigé par Milda, une rousse. Les groupes Croc du Lion, Elle de Noline et Rose Écarlate sont donc chargés de gérer cette urgence au plus vite. Peu après, tout le monde est en route, tandis qu'Akane et Lulu restent à la demeure du protagoniste sous la garde de Titan. De son côté, Takumi remet à Sophia une nouvelle épée qu'il a spécialement fabriquée pour leur permettre de combattre ensemble plus efficacement. Le groupe approche de la ville, sans savoir exactement ce qui les attend. Lorsque Maria prévient le protagoniste qu'il y a un problème, il réalise à quel point la situation est catastrophique. Malgré la hauteur des remparts, de nombreux monstres ailés les survolent sans difficulté. Les aventuriers se lancent immédiatement dans la bataille, déterminés à empêcher coûte que coûte l'envahissement de la ville. Tous participent aux affrontements, même Camélia. Grâce aux soldats postés aux remparts, qui ouvrent les portes au bon moment, les aventuriers parviennent à éliminer les monstres ayant franchi la muraille. La population les accueille avec soulagement, mais la menace est loin d'être écartée, car d'autres ennemis restent en approche. Soudain, une nouvelle information parvient à Takumi, tous les monstres se retirent vers la forêt. Ce comportement est anormal, car ils semblent se replier de manière organisée, ce qui est inédit chez de simples créatures. Un soldat mentionne que les monstres reviennent systématiquement lorsque la ville baisse sa garde. Le protagoniste soupçonne qu'une force extérieure leur donne des ordres. Il se rappelle que lorsque Sidonia a invoqué les héros quelques mois plus tôt, il avait ressenti une perturbation magique importante. Se pourrait-il que cela ait provoqué une évolution des monstres? Milda trouve cette hypothèse absurde, mais Takumi rappelle que la magie d'invocation est si dangereuse que Noline a dû l'interdire. Il ne serait donc pas surprenant qu'elle ait eu des effets secondaires imprévus. Pendant ce temps, à Sidonia, un messager informe le roi qu'une horde de monstres attaque Wedgeford. Cette information est cruciale, car si les monstres l'emportent, ce serait un désastre stratégique pour Barcula. En réponse, le roi ordonne à ses soldats de rester en état d'alerte permanent. La princesse lui suggère alors d'attaquer les alliés de Barcula, afin qu'ils ne puissent pas leur venir en aide si nécessaire. Le roi ne comprend pas immédiatement où elle veut en venir, mais elle insiste sur le fait qu'il doit faire confiance aux héros. De retour à Wedgeford, Maria et Reva soignent les blessés, bien plus nombreux que prévu. Un peu plus tard, Reva apporte de la nourriture à l'elfe et lui confie qu'elle s'inquiète pour Takumi, car il distribue beaucoup de potions aux blessés alors qu'il venait tout juste d'envoyer une cargaison à la compagnie Papek. Cette situation met en péril leurs réserves, ce qui pourrait poser problème à l'avenir. Sophia fait part de cette inquiétude au protagoniste, mais il balaie ses doutes. Selon lui, les potions sont faites pour être utilisées et non pour rester en réserve. L'elfe lui suggère tout de même d'en conserver quelques-unes pour lui-même, mais Takumi estime que ce n'est pas nécessaire tant qu'il évite les blessures graves. Réalisant qu'il ne changera pas d'avis, Sophia décide qu'elle devra redoubler de vigilance pour le protéger. Plus tard, Takumi demande à ses compagnons de rassembler tous les enfants dans un endroit sûr et de ne pas les laisser sortir. Reva, Mani et Maple sont chargés de veiller sur eux. Cependant, l'araignée leur apprend qu'un phénomène étrange se déroule en ce moment même dans la forêt, une immense vague de monstres converge vers la ville. Ils ont donc décidé de mobiliser toutes leurs forces pour un assaut massif. Les aventuriers passent immédiatement à l'action, utilisant aussi bien des attaques magiques que des armes physiques pour repousser l'ennemi. Sophia et Takumi découvrent même que leurs épées possèdent la capacité de purifier le miasme qui les entoure. Pendant que les monstres tentent d'escalader les remparts, les aventuriers les repoussent avec acharnement. Sophia, avide de combat, se précipite en première ligne, ce qui inquiète Takumi. Il lui demande de ralentir, mais elle se lance sans hésitation dans la mêlée. Cependant, le comportement des monstres change à nouveau, ils commencent à battre en retraite. Mais cette fois-ci, quelque chose cloche. Dans la forêt, une étrange créature est en train de dévorer les monstres. Les aventuriers n'ont aucune idée de ce qui se passe lorsqu'un être gigantesque à 2 têtes surgit brusquement, crachant du feu. Sophia est blessée par l'attaque, mais heureusement, Takumi la rattrape à temps. La situation est critique,
et il regrette de ne pas avoir amené Titan avec lui. Déterminée à protéger son maître, Sofia décide d'attirer l'attention de la bête pour éloigner le danger de Takumi. Malheureusement, la tentative a échoué, mais heureusement, les compagnons de Sofia arrivent juste à temps pour la sauver. Avec le protagoniste, ils attaquent ensemble pour neutraliser la créature. Elle lui confie son épée, et Takumi canalise toute sa magie pour lancer une attaque assez puissante pour la réduire en poussière, ne laissant rien derrière elle. Cependant, un autre problème surgit, Sofia est gravement blessée. Takumi commence immédiatement à la soigner, mais il en profite aussi pour la réprimander. Il lui reproche de risquer sa vie comme si elle n'avait aucune valeur. À cela, Sofia répond que c'est précisément ce qu'elle pense, sa vie n'a pas d'importance. Mais Takumi lui affirme qu'elle a tort de croire cela. Pendant ce temps, les autres reviennent et annoncent que les monstres ont tous été éliminés. Mais juste après, Takumi s'effondre d'épuisement. Des heures plus tard, il se réveille dans un lit, entouré de ses compagnons. Tout le monde est soulagé de le voir en bonne santé. Même des aventuriers extérieurs reconnaissent désormais son leadership exceptionnel. Après ces événements, le groupe retourne à Bolton. Parallèlement, les soi-disant héros sèment le chaos dans plusieurs territoires, massacrant sans distinction, même des innocents. Mais pour le moment, Takumi et ses compagnons célèbrent leur victoire avec un bon repas. Pourtant, Sofia semble préoccupée. Takumi remarque son malaise, et les filles l'encouragent à aller lui parler immédiatement. Takumi s'approche donc d'elle avec une assiette de nourriture et commence par s'excuser de l'avoir crié dessus. Sofia lui assure que ce n'est pas grave, car elle reconnaît qu'elle n'a pas été assez prudente au combat. Takumi comprend qu'elle a agi ainsi pour le protéger, mais il insiste sur un point crucial, il ne veut pas qu'elle se sacrifie pour lui. Ce qu'il désire plus que tout, c'est que son groupe puisse compter les uns sur les autres et survivre ensemble. Il lui demande de vivre longtemps, et si possible, pour toujours. Sofia, émue, accepte cette demande et lui promet qu'elle restera toujours à ses côtés. Mais juste à ce moment-là, Akane arrive avec encore plus de viande, brisant l'instant émotionnel, au grand désespoir des autres filles. Quelques jours plus tard, Takumi et ses compagnons rendent visite à Godwin, lui demandant d'héberger Akane et Lulu dans son manoir. Il accepte sans hésitation et leur apprend qu'un massacre a eu lieu dans un village de Samandor. Les coupables ne sont autres que les héros de Sidonia. Sous le choc, Akane regrette de ne pas les avoir arrêtés quand elle en avait l'occasion. Takumi tente de la réconforter, mais elle sait qu'elle devra les affronter tôt ou tard. Cette fois, elle n'hésitera pas. Enfin, Takumi se retrouve à nouveau face à la déesse Noline. Il lui demande pourquoi elle l'a envoyé un an avant l'invocation. Elle répond seulement que tout dépendra de lui. Takumi jure de protéger ce qui lui est cher, peu importe le prix. Grâce à son alchimie, il fabriquera tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Il aime trop cette vie pour la gaspiller. En guise de remerciement, il offre à Noline les friandises qu'elle avait demandées la dernière fois. Ravie, Noline savoure son cadeau, mais dans son esprit, elle sait que l'avenir de Takumi ne sera en rien aussi sucré. Il est le seul espoir de Milgar, et s'il devient plus fort, il pourrait bien changer le destin de ce monde. Elle espère qu'il deviendra le plus grand alchimiste et le véritable sauveur.